Alors si tu te poses la question de savoir si un projet de location courte durée est rentable ou non, cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te partager une étude de cas complète sur un projet de location courte durée sur 7 ans d'activité. Et justement, la particularité par rapport à cette vidéo et cette étude de cas, c'est que c'est ma propre étude de cas. Donc je vais te faire un propre bilan justement sur ces 7 ans d'activité de location courte durée. Et justement, vu que c'est une opération qui est vraiment toute fraîche, parce que je viens juste de revendre ce logement, je me suis dit que ça serait une bonne idée de te partager justement un retour d'expérience en mode bilan de toutes ces années pour te faire une idée de ce que il peut se passer, ce qu'il est possible de faire dans la location courte durée et si c'est une activité qui est vraiment rentable ou non à terme. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te partager tout de A à Z. C'est vraiment un projet découpé où je vais te partager ça en 3 phases. Donc la première phase, ça va être la phase d'achat. Donc dans la phase d'achat, je vais te partager comment j'ai acheté et comment j'ai optimisé le logement pour booster la rentabilité. Ensuite, je vais te partager la phase d'exploitation. La phase d'exploitation, c'est la phase où justement je vais te partager combien ça a rapporté année après année sur ces 7 années d'exploitation. Je vais vraiment tout te partager, c'est-à-dire le chiffre d'affaires généré, qui sera ventilé aussi par plateforme de réservation. Je vais te partager également le taux de remplissage qui a été réalisé au fur et à mesure des années. Je te partagerai également combien ça me coûtait par mois en termes de charges et aussi combien il me restait en cash flow net dans la poche, donc à travers toutes ces années-là. Donc par rapport aussi au cash flow net, tu verras que c'est vraiment net des commissions de plateforme, donc vraiment ce qui est rentré dans ma poche et ça avant impôt. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur la partie des impôts, etc. Pour moi, c'est pas le plus important parce que chacun a sa propre situation, mais tu verras au moins combien ça génère en termes de cash flow avant impôt ce type d'activité. Je te partagerai également les évolutions stratégiques liées à cet investissement parce que j'ai vraiment tout réalisé dans cette exploitation. Que ce soit en mode location courte durée pure, mais ça a été à un moment donné aussi ma résidence principale, j'ai fait de la moyenne durée, j'ai fait du saisonnier, ça a été ma résidence secondaire aussi à un moment donné. Donc je te partagerai toutes ces évolutions stratégiques et également pourquoi elles ont été faites. Et dans un troisième temps, je te partagerai aussi la phase de revente. Donc je t'expliquerai pourquoi j'ai vendu ce bien malgré les résultats que j'ai eus et pourquoi j'ai dû le faire de manière précipitée. Et aussi à quel type d'acheteur j'ai vendu ce logement parce qu'il a une petite particularité ce logement et la vente n'a pas été si facile que ça. Donc je t'expliquerai tout dans cette phase-là. Et tu verras le rendement total sur ce projet après toutes ces années d'exploitation. Et je te partagerai justement si ça a été rentable ou non et suivant mes propres critères de rentabilité. Parce que ça aussi c'est important de définir. Chacun va avoir ses propres critères, tu vois. En général, quand on va penser rentabilité, la plupart des gens vont penser uniquement sur l'aspect financier. Moi, j'ai une autre manière de voir ça. Il n'y a pas que l'aspect financier qui compte, donc bien sûr, ça compte. Moi, j'ai 4 critères principaux qui vont déterminer si un projet est rentable ou non. Premier critère, c'est bien sûr le côté financier, donc en termes d'argent. Il va y avoir aussi le temps de gestion passé dessus. Est-ce que j'ai passé énormément de temps sur le projet ou non? Il y a aussi l'aspect charge mentale dessus. Est-ce que ça m'a pris vraiment la tête, ce projet-là? Ou au contraire, c'était un projet qui était assez facile à mener, ou en termes de charge mentale, c'était assez fluide et léger à gérer? Et en dernier point, c'est en termes d'expérience de vie. Donc, est-ce que c'est un projet qui m'a apporté quelque chose ou non? Donc, à travers ces 4 critères-là, je te ferai un bilan à la fin pour te dire, bah, moi, si j'en retire que c'est un projet rentable ou non de faire de la location courte durée, en tout cas sur ce projet d'investissement. Et durant tout ce parcours, je vais faire un parallèle avec mon évolution personnelle, parce qu'en réalité, l'exploitation de ce logement est directement corrélée avec mon évolution personnelle. Donc, suite à certaines décisions perso que j'ai prises, qui étaient aussi bien sur le côté perso que pro, la manière dont j'ai exploité ce logement est directement corrélée à ça. Donc, je vais faire un parallèle durant toute cette vidéo avec mon parcours personnel pour que tu puisses identifier, toi aussi, par rapport à un parcours dans lequel tu es aujourd'hui. Peut-être que tu vas retrouver des points de ressemblance par rapport à ça, donc peut-être que ça pourra te parler aussi pour toi. Bref, en tout cas, je vais tout te décortiquer pour que tu puisses te faire une idée de comment ça se passe, les coulisses d'une activité de location courte durée. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées, dont une pertinente, qui est tout simplement pourquoi j'ai pas continué à investir malgré les résultats que j'ai eus. Et je vais partager aussi qu'est-ce qui va se passer pour moi par la suite, suite à cet investissement. Est-ce que c'est vraiment la fin de la location courte durée pour moi ou pas? Et d'ailleurs, si tu l'as pas encore vu, je t'invite à voir la première vidéo que j'ai tournée, vidéo dans laquelle je te partage justement l'état des logements après 7 ans d'activité. Tu peux la voir, je te la mettrai en lien par ici en dessous de cette vidéo, où je te partage du coup l'intérieur des logements après 7 ans d'activité, mais je te partage également les erreurs et les leçons que je retire de ce projet-là. Donc si tu l'as pas encore vu, va la voir et reviens sur celle-ci. On va faire un bilan complet, décortiquer des chiffres, parce que je sais que toi-même tu dois être amateur de chiffres. Donc on va décortiquer tout ça ensemble dès à présent. Back to 2016. 2016, c'est le grand saut avec ce projet d'investissement immobilier. Donc pour te remettre dans le contexte de l'achat, déjà pour te rappeler mes objectifs, parce que moi c'est important de déjà définir des objectifs quand on se lance dans ce type de projet. Mon objectif quand j'ai commencé, quand j'ai voulu investir, c'était vraiment cette volonté de générer un complément de revenus et sécuriser mon avenir. Ça c'est vraiment la raison principale. Et dans un deuxième temps, mon autre raison principale, c'était vraiment avoir un pied-à-terre à long terme dans ma région de cœur.
Vraiment, l'idée, la volonté que j'avais à travers ce projet d'investissement, c'était de me dire j'achète, j'investis et j'ai vraiment une projection long terme à me dire limite à 20 ans, j'aurai encore ce logement-là et ça va me servir pour moi pour plus tard pour revenir dans le secteur. Mais la volonté première, c'était vraiment ce côté complément de revenu et sécuriser mon avenir. J'avais pas forcément cette volonté primaire, en tout cas quand je me suis lancé, de me dire je veux absolument lancer dans l'immobilier, générer des rentes immobilières et vivre uniquement de l'immobilier. L'immobilier, je le voyais ça vraiment comme un côté patrimonial ou cette volonté justement de côté avoir un complément de revenu et sécuriser mon avenir, mais avec cette idée que je voulais le faire efficacement sans forcément que ça me crée justement de la charge mentale ou une activité secondaire. Et la réflexion du coup déjà sur l'idée de se lancer dans la location courte durée, elle s'est un peu faite comme ça, parce que de base je sais pas si j'allais me lancer dans la location courte durée ou pas, mais c'est en observant les différentes stratégies, les différentes approches que j'ai décidé de me lancer dans la location courte durée. Dans mon secteur, ça s'est prêté, même s'il y avait de la location saisonnière qui se faisait beaucoup, de l'étudiant, du saisonnier, vu que c'est un secteur à forte saisonnalité. Mais je me suis dit, go, on se lance dans la location courte durée. Je voulais pas forcément faire de la location longue durée. Ça, c'était un truc que je voulais complètement éviter. Tout simplement, comme j'ai dit, pour avoir cette liberté de pouvoir me lancer dans un bien, enfin, avoir un bien qui soit un pied-à-terre si je veux revenir ponctuellement dans le secteur. Ce projet, à savoir également que je l'ai lancé en m'associant avec une autre personne. On s'est associé, on s'est mis en mode indivision. Donc pourquoi je l'ai fait en indivision et pas par exemple en SCI? Tout simplement, c'était pour disposer directement des revenus. On sait qu'en étant en indivision et en étant du coup en loueur meublé non professionnel, dans un premier temps, c'était de tout simplement pouvoir disposer des revenus, chose qu'on ne peut pas faire quand on est dans une SCI. Donc pour sortir les revenus générés, c'est pas aussi simple que ça. Donc moi, je voulais disposer tout simplement directement des revenus et c'est pour ça que j'ai décidé de m'associer et en indivision. Autre raison aussi de l'association, c'est tout simplement de bénéficier d'un meilleur effet de levier pour l'achat immobilier. Moi, je suis dans un secteur où le prix de l'immobilier était de base assez élevé et avec la capacité d'emprunt que j'avais moi perso, si je me lançais, j'allais avoir uniquement un bien de petite taille. Ça m'intéressait pas forcément de me lancer dans ce type de projet-là. Donc, je voulais bénéficier d'un meilleur effet de levier pour trouver un investissement plus rentable, en tout cas avec un projet d'achat un peu plus gros en termes d'enveloppe d'achat. Et du coup, c'est pour cette raison aussi que j'ai décidé de me lancer et de m'associer sur ce projet d'investissement immobilier. Donc, le projet appartement T2 dans son jus, vraiment, 2 places de parking et un garage. Quand j'ai vu cette opportunité-là, en fait, c'est naturellement que l'idée de la division s'est présentée à moi. Parce que j'ai réfléchi tout simplement à qu'est-ce qui lui allait pouvoir se présenter. À la base, justement, je réfléchissais à peut-être faire un mode coloc ou quoi, mais T2, 58 mètres carrés, j'ai cherché à optimiser directement l'espace et je me suis dit, autant le diviser. Et en fait, en le divisant, c'était tout simplement l'idée d'optimiser la renta. Parce que comme je te l'ai dit, à la base, 58 mètres carrés pour un T2, c'est déjà trop, pour moi, c'est trop grand. Et dans la LCD, ce qu'on va chercher à faire, c'est optimiser les mètres carrés. C'est ça le plus important quand tu fais de la LCD, pour moi, c'est vraiment optimiser les mètres carrés. Donc moi, j'ai divisé le projet, donc deux biens distincts, donc un studio d'une 19-20 mètres carrés et un T2 d'environ 30, enfin T1 bis plutôt, de à peu près 34 mètres carrés. Et en fait, ce qu'on avait mis en place, c'est un sas commun. Un sas commun pour que justement pour faciliter la distribution des appartements et du coup c'est comme ça que ça s'est fait. Donc pour revenir maintenant sur le projet chiffré en soi, quel était-il? Donc prix affiché, donc prix à la vente, il était à 145 000 euros. Moi j'ai réussi à l'avoir au prix de 135 000 euros. Frais d'agence compris. Et petite anecdote là-dessus qui est vraiment importante à identifier, j'ai donné même un petit tips par rapport à ça, c'est que en fait, comme j'ai dit, donc 145 000 euros, le prix par rapport au type de bien, franchement, moi je me suis dit, il y a une anomalie de marché ou quoi, je sais pas, mais je me lance là-dedans et je me suis dit, c'est vraiment une opportunité en or. Et au prix auquel il était, 145 000 euros, honnêtement, c'était déjà une très bonne affaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas pourquoi, vraiment, c'est que je me suis dit, je sais pas, j'ai envie de tester, j'ai envie de négocier ce prix-là. Il n'y avait pas énormément de demandes par rapport à ce type de projet et du coup il était un petit peu là depuis un petit moment déjà et quand je suis allé voir l'agent immobilier, je lui ai dit voilà, je vais faire une offre, par contre je vais faire une offre qui est en dessous du prix affiché. Je lui ai dit je vais faire une offre à 135 000 euros. Et en fait, ce qui s'est passé, quand il est venu me revoir quelques jours après, il m'a dit vous avez vraiment eu de la chance. Pourquoi? Parce qu'en réalité il y avait une offre au prix. Il y a une offre au prix qui a été faite à 145 000 euros, mais mon offre à 135 000 euros, elle avait été acceptée. Et pourquoi en fait cette offre à 135 000 euros, elle est passée plutôt que celui qui a fait l'offre au prix? C'est tout simplement parce que l'autre qui avait fait l'offre au prix était passé par un agent immobilier qui était un agent secondaire, alors que moi j'avais le mandataire principal qui avait du coup le mandat de la vente du bien là, qui était moi mon interlocuteur principal par lequel j'étais passé. Et du coup il m'a dit justement que j'avais eu de la chance d'être passé par lui parce que grâce au fait que j'étais passé par lui, ça avait facilité la prise de décision de la vendeuse de passer par moi
parce qu'en fait il a vendu tout simplement mon profil pour me dire que voilà, je faisais une offre qui était peut-être un peu inférieure, mais du coup, vu que voilà, j'avais un profil qui allait correspondre à tous les critères, ben, elle a préféré accepter mon offre qui était légèrement en dessus du prix affiché, alors que la personne initiale avait fait une offre au prix. Donc tu vois, ça c'est un petit détail qui peut faire la différence quand tu vas voir une personne justement qui a peut-être un agent immobilier qui a le mandat principal, bah, ça va te donner un avantage sur les autres. Donc petite parenthèse là-dessus. Au niveau de l'offre, c'est validé, c'est accepté. Au niveau des travaux, maintenant, montant des travaux estimé, donc c'était à peu près 1000 euros du mètre carré, hein, sur une division c'est à peu près ce qu'il faut compter. Donc on était arrivé à peu près 55 000 euros de travaux et 5 000 euros de mobilier. Donc coût d'achat total, on est à 205 000 euros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à tout faire financer par la banque. Tout faire financer par la banque, le montant d'emprunt, donc 205 000 euros, 0 euros d'apport. Donc voilà, à l'époque, on avait la possibilité de faire ça, c'était assez simple, assez fluide. Donc ça, c'est ce que j'avais réussi à négocier. Dans un premier lieu aussi, j'ai négocié un différé de crédit sur ce projet d'investissement. Et d'ailleurs, 2 anecdotes à partager là-dessus, sur ce côté-là, au niveau des travaux et au niveau sur le délai de crédit. Tu vois, petite erreur que j'ai fait en tant que, entre guillemets, débutant de l'investissement immobilier, c'est que j'avais fait un différé uniquement de 3 mois. Parce que tout simplement les artisans m'avaient dit à l'époque 3 mois de travaux pour refaire tout ça. Donc je me suis dit qu'on va faire une demande de différé de crédit pour 3 mois. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les travaux ont duré bien plus longtemps que prévu. En réalité ils ont duré à peu près 6 mois et du coup ce qui s'est passé tout simplement c'est que j'ai demandé à la banque de décaler le différé. Donc au lieu d'avoir les 3 mois, j'ai demandé à décaler de 3 mois de plus. Et ça c'est un truc souvent parce que quand je discute avec des personnes qui investissent dans l'immobilier, qui n'osent pas demander au banquier quand ça arrive, moi j'ai tout simplement demandé au banquier, je lui ai dit voilà, là on est en retard sur les travaux, il va y avoir 3 mois de plus, est-ce que c'est possible de décaler de 3 mois de plus? Parce qu'en fait, si on commence à rembourser maintenant, c'est mort, parce que je rembourserai pas, parce qu'on n'a pas les sous, donc c'est mort, on pourra pas rembourser, donc autant décaler directement le différé. Donc ça s'est passé naturellement, ils ont décalé le différé. Et deuxième anecdote par rapport à ça, c'est au niveau des travaux. En fait, au niveau de l'enveloppe travaux, on était un peu court et du coup, il fallait rajouter un montant supplémentaire par rapport aux travaux. Et là, pareil, je suis allé voir la banque à un moment donné, un peu avant la fin des travaux. Je leur ai dit tout simplement, voilà, il manque une petite enveloppe pour continuer les travaux. Si on n'a pas cette enveloppe, on peut pas finir les travaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout simplement débloqué un fonds supplémentaire. Ils m'ont fait un crédit supplémentaire pour les travaux, pour continuer et finaliser les travaux. Donc ça, tout simplement en demandant à la banque. Donc ça, c'est vraiment le truc que je vous invite à faire et pas avoir peur. C'est si vous vous lancez dans un projet d'investissement ou au fait de demander peut-être un supplément par rapport aux travaux ou autres, demandez tout simplement, expliquez et en général, ça peut se faire naturellement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché directement. Et d'ailleurs, petit levier bonus que j'ai appliqué pour réussir à faire financer du coup ce projet d'investissement sans apport aussi, c'était que je l'ai présenté en mode résidence principale. Parce qu'avec l'associé que j'avais, c'est qu'on pouvait le faire du coup passer en tant que résidence principale, même si dans ma tête, c'est de rapidement faire c'était faire directement du locatif, mais le fait de le faire passer en résidence principale, donc ça nous a ouvert toutes les portes par rapport à cet investissement. Donc ça aussi, c'est peut-être un petit tips à utiliser si vous avez un projet d'investissement, donc à voir suivant votre situation, mais de le faire passer en résidence principale, même si derrière, l'idée c'était de faire du locatif, ça a marché. Donc ça a pu faire en sorte d'utiliser cet effet de levier pour tout faire déjà financer dans un premier temps par la banque et d'arriver à ce montant d'investissement. Maintenant, on arrive en 2017, phase de lancement. 6 mois de travaux sont passés, on est début d'année, janvier, février, et c'est le moment de se lancer dans la location courte durée. Donc comment te dire, cette expérience, elle était assez laborieuse dans un premier temps, mais en fait, je m'y suis vite fait parce que je m'étais préparé avant de me lancer, bien sûr. J'aime pas me lancer à l'arrache, donc je m'étais préparé, formé, éduqué sur le mode de fonctionnement de la location courte durée. Donc pour tout expliquer, en gros, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc une fois que les logements étaient propres, rénovés, on va dire avec un objectif et une stratégie de cibler un maximum de monde possible. L'idée, c'était de pouvoir les lancer aussi le plus rapidement possible. Donc, au niveau de l'annonce, elle a été créée, elle a été lancée, elle a été partagée partout. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'avais écouté un peu ce que tout le monde disait. Et ce que tout le monde disait à l'époque, c'était qu'il fallait être présent sur tout, surtout sur un maximum de plateformes de réservation pour générer des réservations. Donc j'étais présent sur Airbnb, sur Booking, sur Abritel, sur Expedia, sur TripAdvisor. Donc j'avais vraiment fait en sorte d'être visible sur un maximum de plateformes pour réussir à louer le logement. Deuxième chose que j'avais mis en place, c'était un site internet de réservation personnelle. Donc ça, c'est une décision aussi qui a été faite de mettre en place un site perso, tout simplement pour générer des réservations en direct. Et la particularité justement avec ce site de réservation, c'est qu'on voulait aussi avoir un module de réservation en ligne directement dessus. C'est-à-dire que plutôt que les voyageurs viennent sur un site de réservation, posent des questions, réservent après en appelant, c'est qu'on a fait en sorte d'avoir un site de réservation où il était possible de directement réserver en ligne. Donc pour moi, c'était indispensable d'avoir ça. Ensuite, ce qui a été mis en place directement aussi sur le type d'outil, c'est un channel manager.
Donc le Channel Manager, si tu sais pas ce que c'est, j'ai fait d'autres vidéos, je pourrais t'en remettre en dessous de cette vidéo des liens qui redirigent vers ça. C'est l'outil qui va permettre de centraliser l'ensemble des réservations au sein d'un seul et même endroit. Donc moi-même, je me suis dit, avec 2 logements, autant utiliser ce type d'outil pour fluidifier un maximum de choses, en tout cas en termes d'automatisation, en termes de synchronisation de calendrier, c'est ce que je voulais un maximum automatiser. Ce qui a été mis en place ensuite au niveau de la gestion, on va dire, terrain, c'est tout ce qui a été mis en place d'une boîte à clés directement, boîte à clés sur les logements. Donc c'était plus dans l'anticipation de ne pas faire d'accueil physique. Parce qu'en fait, sur la première année d'exploitation, ce qu'on voulait faire tout simplement, c'est de faire des accueils physiques. Faire des accueils physiques pour avoir un feedback aussi des personnes, donc accueil et sortie en physique, pour avoir tout simplement des feedbacks des personnes qui allaient venir sur place. Et ce qu'on a fait assez rapidement justement, c'est de demander si les personnes préféraient un accueil physique ou plutôt un accueil, ou plutôt pas d'accueil, du coup une entrée automatisée avec la boîte à clés. Et du coup, d'ailleurs par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai full automatisé par la suite, parce que en réalité ce qui s'est passé, vraiment après avoir fait un sondage sur une année complète de personnes qui venaient à chaque fois au logement, on leur proposait un accueil physique ou entrée autonome, qu'est-ce que vous préférez? La majorité des gens préféraient l'accueil autonome. Donc je me suis dit, autant pas se prendre la tête, bien sûr que c'était pas 100% des personnes qui voulaient ça, mais je me suis dit, si la majorité des personnes qu'on a préfèrent l'arrivée en autonome, autant mettre une arrivée en autonome. Donc c'est comme ça que ça s'est décidé aussi de passer sur du full automatique en termes d'arrivée et sortie voyageurs. En termes de logistique terrain, ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, vu qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer, on a décidé de prendre en main nous-mêmes le ménage et le linge. Donc directement, on s'est mis en mode artisan, je dirais avancé, parce que au final, ce qui s'est passé durant cette année d'exploitation, c'est que ça crée pas mal de charge mentale, mais aussi de charge physique, parce qu'on faisait les ménages et le linge, donc à chaque fois qu'il y avait des rotations au niveau des logements. Et la particularité, c'est qu'au tout début, justement, vu on avait un peu de doute quand on se lançait dans l'activité, j'imagine que la plupart des gens, comme c'est peut-être ton cas quand tu t'es lancé, ou si tu es en train de te lancer, tu te poses la question, est-ce que ça va se remplir, ça va pas se remplir? Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ouvert le calendrier à une nuit minimum. Et en fait, ce qui se passait, le fait d'avoir une nuit, c'est qu'il y avait beaucoup de travail. Et donc, vu que chacun, on avait une activité professionnelle, donc on essayait de se relayer, tant bien que mal, pour gérer le ménage et le linge. Donc rapidement, en fait, ce qui s'est passé durant cette année 2017, c'était qu'on s'est créé au final une prison un peu, entre guillemets, dorée, dans le sens où c'était devenu une activité secondaire, une activité même tertiaire pour moi, parce que j'avais des activités, parce que j'avais investi, j'avais trouvé des CDI pour investir, donc j'avais plusieurs activités, plus l'activité de foot que j'avais en parallèle de ça, plus en fait le fait de faire de ménage et du linge, c'était pas du tout ce que je voulais à la base, c'était pas me créer un second job, même un troisième job, et du coup c'est ce qui était arrivé suite à cette année 2017. Sauf que au fur et à mesure de l'année, justement, on était arrivé à un accord avec mon associé que elle allait se charger de plus en plus de la partie logistique terrain, parce que moi-même je m'étais chargé de la partie investissement et aussi de la partie commercialisation des logements, mais qu'elle allait plus s'occuper de la partie terrain. Donc moi je me suis détaché de plus en plus de la partie terrain, et en fait ce qui s'est passé justement à la fin de cette année-là, c'est qu'on voyait qu'on avait des super résultats, et que elle, du coup, elle a décidé de rapidement, en fait, en l'espace de quelques mois, elle a quitté son travail pour lancer sa propre conciergerie. Donc conciergerie plus, je dirais même structure, c'était plus une activité de nettoyage. Elle proposait plus des nettoyages aux propriétaires. Et moi, en parallèle de ça, j'ai découvert d'autres modes d'exploitation tels que la sous-location professionnelle. Et pour moi, la sous-location, c'était vraiment l'idée de dupliquer rapidement le modèle que j'avais mis en place, parce que j'avais automatisé pas mal de choses. J'avais aussi, à la fin de l'année, vraiment automatisé pas mal de choses, mis en place pas mal de systèmes. On avait du coup elle qui gérait la partie nettoyage, moi qui gérais une autre partie. Je me suis dit pourquoi pas développer la partie sous-location. Donc elle était vraiment sur la partie, on va dire, conciergerie entre guillemets, société de nettoyage plutôt, parce qu'elle fait vraiment le nettoyage, et moi j'avais plutôt choisi la voie sous-location professionnelle. Donc en parallèle du coup de différentes activités que j'avais encore à ce moment-là. Donc si on revient maintenant sur la propre exploitation de ce bien-là, 2017. Donc 2017, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Chiffre d'affaires net hors commission. Donc quand je parle d'hors commission, c'est vraiment hors commission, Airbnb, Booking, etc. Toutes les plateformes hors commission, ça a généré 31 734 €. Donc pareil par rapport au chiffre d'affaires net, là, c'est les 2 logements confondus. Donc il y a un T2 et un T1 bis et le studio. Donc la stratégie, c'était la full LCD. Donc full LCD, comme je te l'ai dit, on louait limite à la nuit, c'était du de nuit, il y avait beaucoup de volume, beaucoup de rotation, donc activité très chronophage à ce moment-là. Mais en termes de revenus générés, quand on a fait le bilan à cette fin d'année, on a dit on tient vraiment quelque chose, et ça a cartonné directement. En termes de taux de remplissage, on était à peu près à 85% de remplissage, donc très beau
taux de remplissage, sachant que je suis dans un secteur à forte saisonnalité. Donc c'était ça le truc aussi, le challenge, c'était de voir sur cette année-là si le fait de le faire de la location courte durée dans un secteur à forte saisonnalité, c'était quelque chose qui était pertinent ou pas. Parce que moi j'avais entendu beaucoup d'échos de personnes qui disaient voilà, l'été bien sûr vous allez remplir, ça va être bien, mais l'hiver ça va être mort. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que durant toute l'année, ça s'est très bien rempli. En termes de charges fixes, maintenant les charges fixes, pour t'expliquer ce qui est compris dans les charges fixes, c'est tout ce qui va être en rapport avec les charges fixes classiques, tout ce qui va être en rapport avec le crédit, aussi l'eau, l'électricité, internet. Donc par rapport à ce chiffre-là, c'est lissé, donc j'ai lissé par rapport à une dernière actualisation, j'ai pas tous les chiffres parce que j'étais pas très on va dire assidu sur la tenue de ces chiffres-là et d'aller chercher vraiment en profondeur 6 ans, 7 ans avant, c'est trop compliqué, donc j'ai actualisé par rapport à cette année, enfin les dernières années en tout cas, en termes de combien ça coûtait en termes de charges fixes, on est à peu près sur du 1200 € par mois en termes de charges fixes, tout compris. Donc ce qui revenait à peu près à 14 400 € par an. Et en termes de charges d'exploitation, on est à zéro. Zéro, pourquoi? Parce qu'on faisait nous-mêmes le linge et le ménage, donc sur place. Et en termes des autres charges d'exploitation, donc ça c'est tout ce qui était en rapport avec le réapprovisionnement, avec les outils qui étaient utilisés, entre les frais aussi, frais, frais par exemple, frais Stripe, frais bancaires, enfin ce genre de petits frais, on va dire des frais de détail. Ça pouvait être aussi la maintenance s'il y avait des petites interventions à faire ponctuellement ou des petits trucs à changer. Donc sur l'année là, on était arrivé à 1626 € de dépenses. Du coup, en termes de cash flow, net avant impôt, donc c'est vraiment tout déduit. Donc là, on est sur du 16 208 € à la fin de cette année-là. Donc, je te laisse imaginer dans la tête, une fois qu'on fait ce bilan-là, avant impôt, donc plus de 16 000 € de cash flow, donc bien sûr à se répartir entre nous deux. Mais c'est là où on a pris conscience, en tout cas, qu'avec ces logements, ce mode d'exploitation, il y avait vraiment un marché, il y avait vraiment un potentiel à aller chercher. Par contre, comme je te l'ai dit, c'est en termes de temps de gestion, là, c'était pas du tout adapté parce qu'on passait, moi personnellement, j'ai passé à peu près une quinzaine d'heures, même elle, à peu près, on est passé une quinzaine d'heures par semaine là-dessus, entre justement les échanges voyageurs, entre le fait de gérer le ménage, le linge sur place, etc. Donc ça prenait pas mal de temps à gérer, même sur la gestion des calendriers, gérer les prix et tout, ça prenait vraiment pas mal de charge mentale. Et c'est pour ça que je te mets, tu vois, en termes de charge mentale, donc c'était charge mentale maximum pour moi. Et du coup, le bilan conclu à la fin de cette année-là, c'est que on a compris qu'il y avait vraiment un marché, un potentiel. Sauf que justement, quand j'avais fait le bilan en regardant les chiffres, en termes de prix pratiqué, tu vois, on était à 31 700 et quelques. Déjà, je me situais dans la tranche moyenne haute du marché. Et par rapport à ça, je voyais qu'on pouvait aller chercher bien plus que ça. Et du coup, l'année d'après, l'objectif c'était d'optimiser la rentabilité, donc d'aller chercher une meilleure rentabilité encore, mais aussi d'optimiser la gestion. Donc moi-même sortir petit à petit de l'activité en termes d'opérationnel et de me concentrer du coup sur la partie on va dire un peu en back-end, donc sur ce qu'on voit moins du coup sur la partie commercialisation. Et du coup chercher à maximiser les revenus. Et comme tu vois, en termes de ventilation, si on fait le point maintenant chiffré sur la ventilation des réservations, tout simplement Booking prenait le lead, rapidement en fait Booking a pris le lead, après on a vu que c'était les réservations en direct et ensuite c'était Airbnb et aussi les plateformes d'autres qui venaient également compléter tout ça. On arrive en 2018, l'année de l'optimisation. À ce moment-là, l'objectif il est clair, maximiser le chiffre d'affaires. Comme je te l'ai dit, on a vu, enfin en tout cas j'avais observé qu'il y avait un gros potentiel à aller chercher plus et du coup l'objectif c'était vraiment d'aller chercher plus. Au-delà de ça, personnellement aussi, c'était de sortir de l'opérationnel. Ce que je voulais faire tout simplement, c'est de plus gérer le ménage, le linge sur place. Donc j'avais vraiment cherché à automatiser et déléguer ça au maximum. Donc comme je te l'ai dit, janvier, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché à monter en gamme sur l'offre d'hébergement. Donc tout ce qui a été refaire au niveau de la décoration, des équipements, améliorer ça aussi. Au niveau des services proposés aussi, monter en gamme, avec l'objectif de toucher une meilleure clientèle et de potentiellement louer plus cher de ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement, ce que j'avais identifié aussi par rapport à ça, c'est que les logements que j'avais au tout début étaient trop appartements témoins, il manquait de charme, d'attractivité, et c'est ce qui a été cherché à créer sans forcément aller trop loin, tu vois. On peut faire du logement atypique, original, etc., mais rien qu'en cherchant à monter en gamme, si on fait un logement du coup de type classique, on peut réussir à avoir des super résultats. Ensuite, ce qui s'est passé aussi durant cette année-là, pour te faire justement un parallèle par rapport à mon évolution personnelle, avant de te partager les chiffres, c'est que avril, comme je t'ai dit, donc fin d'année 2017, j'ai commencé à lancer l'activité de sous-location. Donc c'était vraiment un peu, on va dire, vraiment lancé à l'arrache. Je ne me connaissais pas vraiment, je m'étais un peu formé sur le tas. Je maîtrisais pas tout ce qu'il faut au niveau de ça. Donc les résultats par rapport à cette activité, ils étaient très mitigés. Donc je me posais pas mal de questions. Du coup, j'avais identifié qu'il y avait une grosse opportunité dans le monde de la location courte durée. Mais je m'étais dit, voilà, peut-être sous-location, peut-être encore autre chose. Donc je réfléchissais à quelque chose. Et en fait, c'est dans cet esprit-là que j'ai commencé mon année, du coup, 2018, et que j'ai eu un premier gros déclic. Premier gros déclic, c'était en avril, justement, 2018, où je fais une croisière de millionnaires. Et là, je me dis, je rencontre des gens qui sont incroyables, qui génèrent du gros argent.
et qui ont des activités un peu diverses et surtout digitalisées. Et c'est là où l'idée en tête de digitaliser mon activité vient se planter dans ma tête et je me dis mais en fait c'est exactement ça que je dois mettre en place. C'est ça que je veux mettre en place. Je veux digitaliser, enfin avoir une activité qui est digitalisée, mais aussi potentiellement lié à ce que je vais développer comme compétences, connaissances dans le milieu de la location courte durée. Et c'est avec cette réflexion-là que j'ai évolué par la suite, parce que ce qui s'est passé assez rapidement, parce que j'ai pris, en fait, une fois que j'ai un truc en tête, je suis ce type de gars que voilà, je prends une décision et action derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis un peu quelque part dos au mur, c'est que juin de cette année 2018, j'ai quitté mon CDI pour me lancer à mon compte directement. Vu qu'il y avait une grosse opportunité dans le monde de la location courte durée, que je voyais les résultats que j'avais eus et que, enfin voilà, je savais que je pouvais faire des choses assez énormes là-dedans, je me suis dit, bah ok, je quitte mon CDI. Et c'était quelque part l'idée de me lancer, un peu comme ça, en me mettant dos au mur, tout simplement, un challenge, parce que à ce moment-là, j'avais rien d'autre, hein, j'avais pas de bagage. Société, comme je te dis, location courte durée, j'avais eu un seul bien, en l'espace de quelques mois, j'avais eu seulement un seul bien en sous-loc, donc vraiment pas de quoi vivre de cette activité. Mais je me suis dit, voilà, je me donne toutes les chances de mon côté, je mets toutes les chances de mon côté pour faire en sorte que je puisse lancer une activité entrepreneuriale qui marche. Et en fait, donc pour faire le parallèle, donc ça c'est sur mon côté perso, on va dire entrepreneur slash personnel, on va dire. Et parallèlement à ça, donc sur la propre activité de ce logement-là, ce qui s'est passé, c'est que sur la fin d'année, quand on fait le bilan 2018, c'est que on arrive à avoir des résultats incroyables. Donc je vais te partager les chiffres dans quelques instants, mais en termes de résultats, on arrive à se classer premier sur Booking et premier en termes de CA, donc de chiffre d'affaires généré sur le logement, donc sur le T1 bis, T2 que j'avais par rapport à la catégorie de biens que j'avais dans ma ville. En termes de chiffre d'affaires généré, j'étais le premier de ma ville. Donc là, à ce moment-là, donc premier de ma ville en termes de chiffre d'affaires, premier sur Booking, là je me dis, mais en fait, j'ai tout explosé, j'ai tout vraiment explosé. Et pour moi, c'était vraiment une satisfaction incroyable d'arriver à ce type de résultat en seulement 2 ans. Donc en fait, rapidement, j'ai eu des résultats qui ont un peu dépassé mes espérances, parce que j'ai réussi à dominer rapidement mon marché, à avoir des super résultats. Et ce qui s'est passé, par contre, en parallèle, c'est qu'avec mon associé avec qui on s'est lancé au départ, tout s'est pas passé comme prévu sur cette année-là, parce que elle, en fait, elle s'est lancée donc sa propre conciergerie slash société de nettoyage, où elle s'est vite rendu compte que elle n'était pas forcément faite pour ça. Ça l'a un peu dégoûté, cette activité de location courte durée, où elle n'a pas réussi à mettre en place le système, l'offre, le mode de fonctionnement qui allait lui correspondre. Tu vois, après la réflexion, avec une réflexion que j'ai, tu vois, aujourd'hui, avec toutes ces expériences, notamment entrepreneuriales, le truc qui aurait pu être fait, c'était vraiment de se mettre à deux en fait sur ce type de projet-là, qu'on s'aide, qu'on s'entraide, qu'on ait cette évolution vraiment ensemble sur ce type de projet-là. Mais rien que par rapport à nos deux profils, en fait, ça n'a pas super matché sur le long terme. Et c'est pour ça que rapidement, en fait, on s'est séparés sur le projet. Donc elle est toujours restée associée, en tout cas, dans la part individuelle de l'investissement. Mais chacun, on a pris des chemins différents. Et du coup, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'à ce moment-là, fin d'année 2018, je me suis mis en mode nomade digital, mais en mode minimaliste même. Parce que je me suis dit, je lance mon activité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rapidement réussi à en vivre de cette activité. Donc, je ne vais pas forcément détailler ça là. Je pourrais te détailler ça dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et je te détaillerai ça. Mais l'idée, c'est que je me suis lancé à mon propre compte et ça a rapidement marché. Et c'est comme ça, au final, que je me suis dit, je vends la plupart de mes affaires, je me mets en mode nomade digital et je commence à voyager à travers le monde. Donc pour te faire maintenant le point chiffré sur l'investissement réalisé et l'exploitation sur cette année-là. Donc la stratégie sur cette année était tout simplement toujours full LCD, donc les deux logements, le studio, le T1 bis exploité en location courte durée. Le chiffre d'affaires net réalisé sur cette année-là, comme je t'ai dit, il était explosif. Explosif parce que on est atteint 42 000 euros, un peu plus de 42 252 euros du coup de chiffre d'affaires généré sur le logement. Donc chiffre d'affaires net, encore une fois, hors commission des plateformes. Donc c'est concrètement ce qui a été encaissé. En termes de ventilation des résultats, on voit encore une fois que Booking a pris la majorité du lead sur les réservations qui ont été faites. On est à peu près un peu moins de 60% de chiffre d'affaires généré par rapport à Booking sur les réservations directes ensuite qui viennent donc par le site internet qui sont venus à peu près 10 000, presque 11 000 euros de revenus qui sont arrivés par le site internet. Et d'ailleurs par rapport à ça, sur cette année-là, c'était l'année record sur la location du studio. Il y a des voyageurs qui ont réservé. Ça aussi, c'est des petites anecdotes que je te partage qui sont vraiment cool à vivre. C'est que en fait, les personnes sont venues du coup par le site internet, ont réservé directement par le site internet. Le studio, ils l'ont réservé pour 6 semaines. Accroche-toi, à l'époque, il l'avait payé 6 semaines, il avait payé plus de 3 000 euros les 6 semaines. Je crois que c'était à peu près 3 200 euros les 6 semaines. Et le pire dans tout ça, c'est que ils sont même pas restés les 6 semaines, ils sont restés, je crois, 3 semaines, peut-être 3 semaines, 4 semaines, et ils sont partis avant la fin de leur contrat de location. Donc tout ça, c'était encaissé, et derrière, j'ai pas remboursé tout simplement parce qu'ils m'ont pas demandé. À la limite, ils m'auraient demandé, j'aurais peut-être remboursé une partie, mais au final, ils ont même pas demandé de remboursement, ils sont partis au bout de 3-4 semaines.
Et pas parce que ça se passait mal, hein, mais tout simplement parce que, il y avait d'autres choses qui s'étaient passées dans leur vie perso et ils étaient amenés à bouger. Donc tout ça pour te dire que, voilà, c'est pour moi c'était entre guillemets «une anomalie de marché», qui s'est passée où quelqu'un va réserver tout simplement en passant par mon site internet, 6 semaines à 3 200 €, un studio. Bah, honnêtement c'est incroyable. Donc voilà, ça c'était le petit truc de cette année-là. Et si on voit le reste des chiffres, bah, après c'était les autres plateformes de réservation qui drainaient, du chiffre d'affaires. Tu vois, à hauteur de moins de 10%. Et pareil, Airbnb, cette année-là, c'était un peu moins de 10%. En termes de taux de remplissage, on était à 93% de remplissage sur l'année. Et tu vois, là, je te fais d'ailleurs un rapprochement aussi par rapport au taux de remplissage et le chiffre d'affaires. C'est pas du tout corrélé. Donc, c'est pas que le chiffre d'affaires il est plus élevé que Booking. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec le temps, que le chiffre d'affaires il est pas forcément en rapport avec le remplissage. Parce que suivant la période de remplissage, de réservation, bah, vu que je suis dans un secteur à forte saisonnalité, bah, le chiffre d'affaires va pas du tout être la même chose entre bah, des nuits qui sont réservées par exemple en début d'année et des nuits qui sont réservées en plein été. Donc ça aussi c'est un petit point sensible sur lequel je tiens à te préciser des choses, c'est que c'est pas forcément lié. La répartition en termes de, comment dire, de taux ici que tu vois, c'est pas en lien direct avec le taux de remplissage dans le calendrier. Maintenant, en termes de charge fixe, bon, on est monté un peu plus, donc on est monté à 17 000, à peu près 17 400, j'ai arrondi, parce que sur l'optimisation du logement, donc comme je t'ai dit, il y a une optimisation qui s'est faite au niveau de la décoration, des équipements, mais aussi de la mise en place. Tu vois, sur le studio, il y a un lit escamotable qui a été mis en place. Donc lit escamotable, c'est vraiment pour moi ce qui a été un peu le truc qui a fait la différence pour montrer ce côté un peu plus, on va dire, atypique, original du logement. Donc ça a été voilà, c'était un investissement, mais comme tu peux voir, tu vois, c'est pour ça aussi que je te le dis et que je te le mets, c'est que c'est un investissement qui a amorti assez rapidement, tu vois. Parce que là, on a fait plus 11 000 de CA versus l'année précédente. Donc voilà, donc là, il y a pas photo, donc c'est un investissement à faire. C'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, si je me lance dans un projet, c'est directement, je vais chercher à le monter en gamme directement, quitte à faire des frais qui vont coûter, mais je sais que ça va être amorti rapidement sur la durée. Donc là, on monte à peu près à 17 400 sur l'année. En termes de charges d'exploitation, ménage, linge. Donc comme je t'ai dit, c'est que dans un premier temps, vu que c'était mon associé qui gérait la partie ménage-linge, donc ça nous coûtait rien entre guillemets, mais vu que rapidement, entre deuxième partie de l'année, enfin surtout troisième, on va dire le dernier trimestre, j'ai dû chercher quelqu'un pour prendre en charge bah, le côté opérationnel, parce que moi je voulais pas du tout m'en occuper, je voulais vraiment m'en détacher, je voulais quelqu'un qui gère le ménage de linge. Bah, ça m'a coûté à peu près ça. Encore une fois, c'est pas les prix, je les ai gonflés exprès les prix, parce que à l'époque je payais justement un peu, on va dire un peu en sous-marin, une personne pour me gérer ça. Donc si j'étais passé par une entreprise ou une société de nettoyage, ça m'aurait coûté moins. Mais vraiment pour te donner une idée de ce que ça coûte quand tu passes par un prestataire, en tout cas qui est une société de nettoyage, ça m'aurait coûté ça m'a coûté un peu moins. Je préfère te mettre des chiffres un peu plus élevés, comme ça tu te donnes une vraie idée. Donc ménage-linge, c'est pas moi qui gérais. Et la partie autre, au niveau de l'exploitation, Réapro, outils, etc., des frais, on était monté aussi par rapport à ça. Et on était à peu près monté à 1 632 € à l'année sur cette période-là. Du coup, en termes de cash flow avant impôt, donc comme tu peux voir, là on est monté à peu près à 17 920 € de cash flow. En termes de temps de gestion personnelle, donc tu vois, j'ai passé à peu près 2 heures par semaine, grand max. Donc vu que je faisais, honnêtement, les ménages, je les faisais quasiment plus, je les ai fait vraiment ponctuellement pour aider, vraiment. C'est pour ça que je te mets 2 heures par semaine. Mais on va dire que le gros de l'activité, je le passais pas forcément sur la partie opérationnelle. Donc en termes de charge mentale, ça a été pas mal diminué par rapport à ça. Donc pour moi, c'était déjà une grosse satisfaction qui a été faite sur cette année 2018. Donc bilan général sur cette année-là, optimisation du chiffre d'affaires, ça c'était top, et optimisation de la gestion qui arrive petit à petit à faire son petit bonhomme de chemin, même s'il y a encore quelques réajustements à faire, et ça, on va le voir justement sur les années qui vont arriver par la suite. Nous voilà arrivés maintenant en 2019. 2019, pour moi, c'est l'année quelque part de la consécration, parce que comme je t'ai dit, j'avais optimisé tout 2018, et comme je t'ai dit, c'était un changement, un bouleversement dans ma vie, parce que j'avais eu des résultats vraiment extraordinaires auxquels je m'attendais pas du tout. Et en fait, ça a été un switch complètement, enfin total dans ma tête, où bah, d'un côté, j'avais des gros revenus qui étaient générés par l'activité de location courte durée, et d'un autre côté, j'avais lancé et développé mon activité entrepreneuriale, et ça marchait également. Et au final, quand je me suis lancé dans cette année 2019, bah, c'était le mode kiff. C'était vraiment en mode kiffer, profiter. J'avais jamais vraiment voyagé de ma vie, donc l'idée c'était de voyager, profiter, vraiment kiffer. Et j'étais aussi dans une optique, dans un objectif de
focus sur une stratégie Pareto. Donc quand je parle de stratégie Pareto, c'était favoriser le 20-80, donc avoir 20% des actions qui vont m'apporter 80% de résultats et me défaire petit à petit de choses qui pour moi étaient plutôt futiles ou qui n'étaient pas utiles ou qui apportaient pas des super résultats. Donc c'est comme ça que j'ai continué à optimiser aussi au niveau de la gestion de mes biens. J'ai eu pas mal de challenges aussi durant cette année parce que même si je développais la partie entrepreneuriale, les voyages, etc. Donc j'avais pris pour habitude justement de voyager une semaine, 2 semaines, voire des fois un mois par mois justement et avoir vraiment ce style de vie que j'avais toujours rêvé. Et par rapport à ça, du coup, il y avait l'exploitation de mes biens, bien sûr, à gérer. Et justement, durant cette année, même si je voyageais, je kiffais, etc., il y a eu pas mal de challenges où j'ai eu mes premiers challenges de gestion opérationnelle. Donc, avec le fait d'avoir des prestataires qui ne tiennent pas forcément sur la durée. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment les premiers challenges à gérer. Donc, je ne vais pas te rentrer en détail forcément dans tout ce que ça a impliqué, justement, dans les termes de recherche et tout et tout. Ça, encore une fois, si ça t'intéresse que je fasse des vidéos spécifiques là-dessus, dis-le moi en commentaire et je te partagerai mon retour d'expérience là-dessus. Mais vraiment, les challenges que j'ai eu, c'était sur la gestion du prestataire logistique ménage. Parce que fin 2018, j'avais réussi à faire la transition assez rapidement parce que j'avais trouvé quelqu'un que j'avais pensé fiable dans mon environnement et que je pouvais faire travailler rapidement sur le terrain, qui était opérationnel, etc. Sauf que derrière, en termes par la suite, sur la durée, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, il y a eu pas mal de petits écarts qui ont été faits. Moi, ça m'avait créé aussi une charge mentale par rapport à ça. Donc j'ai eu ces premiers challenges sur la partie recrutement, gestion du prestataire terrain, logistique, et faire en sorte que ça tourne bien. Donc malgré ça, j'ai réussi à trouver des solutions pour toujours faire en sorte que je ne m'occupe pas de la partie opérationnelle terrain. Mais ça, c'était vraiment la facette sur laquelle ça n'a pas été facile, justement. Et du coup, j'ai dû me challenger par rapport à ça. Constat également sur cette année 2019, qui fait un peu le lien justement sur l'année 2018, c'est qu'il y a eu énormément de rotation. Pour moi, c'est quelque chose qui était un peu challengeant parce que je me suis rendu compte justement sur cette année-là que quand j'ai partagé les chiffres, tu vas voir par la suite, que certes, il y a eu un chiffre d'affaires qui a été généré, mais en termes de rotation, ça crée de la charge mentale parce que moi, je m'occupais encore à ce moment-là du relationnel voyageur. Et même si j'avais automatisé l'ensemble de mon écosystème, que vraiment, tout était automatisé, mais en fait, il y a un truc qu'on peut vraiment pas automatiser, même si on est au top du top de l'automatisation, c'est la communication voyageur quand ils ont des questions spécifiques. Donc pour moi, c'était le gros point noir à travailler à la fin de cette année-là, parce que j'avais trop d'échanges, trop de contacts avec des gens, même si encore une fois, ils avaient toutes les informations, mais je me rendais compte que trop de volume, trop de questions, trop de contacts. Je voulais chercher à optimiser ce côté-là. Au niveau de l'activité, en tout cas sur ce bien et ce que j'avais mis en place. Maintenant, bilan chiffré sur cette année-là. Donc stratégie, toujours pareil, full LCD, les 2 logements sont exploités en location courte durée. Le chiffre d'affaires net hors commission, il était de 36 212 €. Donc là, c'est assez particulier. Comme tu as pu voir, il y a une baisse du chiffre d'affaires qui était d'à peu près de 6 000 € par rapport à l'année précédente. Et tout simplement, à quoi c'est dû ? C'est dû tout simplement à mon manque d'implication dans l'activité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, j'avais automatisé tout mon système, mon calendrier, il se remplissait. Du coup, j'ai pas trop d'actions à faire. Sauf que, en réalité, pas du tout. En fait, c'est là où j'ai compris, j'ai pris une grosse leçon cette année-là, où j'ai compris que, en fait, une location courte durée, une activité de location courte durée, tu peux pas la laisser voguer sans rien changer à ton approche marketing stratégique. Et c'est là où j'ai pris conscience, déjà, un premier déclic, que je me suis dit, en fait, tu peux pas laisser tourner l'activité en full automatique et que ça tourne comme ça. Parce qu'en réalité, les résultats en dépendent. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai eu moins de remplissage, j'ai aussi moins de revenus qui ont été générés. Donc là on le voit sur les 36 000 € de revenus par contre qui ont été générés. Donc on voit que c'était majoritairement encore une fois Booking qui a eu le lead. Cette année-là, je sais pas ce qui s'est passé, Airbnb s'est réveillé, donc ils m'ont rapporté presque à peu près un peu moins de 30% du chiffre d'affaires. Et il y a aussi les plateformes en direct qui ont généré pas mal de réservations. On est à peu près à 5 600 € de revenus générés en direct ou par le site en ligne. Et par contre, ce que j'avais fait aussi sur cette année-là, comme je t'ai dit, j'étais en mode Pareto. Donc c'était enlever ce qui était superflu. Parce que je m'étais rendu compte que ce qui me prenait aussi de la charge mentale et qui m'apportait pas forcément de résultats, c'était toutes les autres plateformes par lesquelles j'essayais de passer. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, j'étais sur toutes les plateformes, Expedia, Hotel.com, Apritel, TripAdvisor, etc. Mais en fait, je me rendais compte que ces réservations-là, elles me rapportaient que très peu de chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'essayer d'optimiser justement les plateformes de réservation, enfin les annonces sur ces plateformes-là, parce que ça me rapporte quasiment rien. Donc je me concentre sur, aujourd'hui, on va dire 20% de 80% qui me rapportent des résultats. Donc Airbnb, Booking, plus, en plus de ça, les réservations, donc mettre en place un écosystème pour avoir des réservations qui viennent en direct et par le site internet aussi. Donc ça, c'est ma volonté sur 2019, comme je t'avais dit, de faire en sorte de réunir ces 3 vecteurs-là de visibilité pour avoir des réservations et justement générer du chiffre d'affaires.
Donc voilà, au final, bah, résultat, on va, comme je te l'ai dit, à ce niveau-là. En termes de taux de remplissage, bah, ça a baissé. Donc ça a baissé, du coup, bah, potentiellement moins de résultats. Et tu vas voir, justement, je vais te partager par la suite que le taux de remplissage n'est pas forcément corrélé avec le chiffre d'affaires. Mais du coup, là, en tout cas, on voit l'impact direct par rapport à ça. Du coup, aussi en termes de charges fixes, on est repassé à peu près une homogénéité, donc 14 400 euros de charges fixes au niveau du logement. Charge ménage d'exploitation, ménage linge, là ça a explosé. Donc c'est pour ça que je te dis, sur la fin d'année, j'ai voulu optimiser ça parce que je me suis rendu compte que au niveau de combien ça me coûtait versus combien au final il me restait vraiment en termes de marge dans la poche, c'était bien, mais je savais que je pouvais améliorer ça. Donc c'est pour ça la réflexion par la suite que j'ai eue, c'était justement chercher à baisser le nombre de rotations dans le logement pour avoir moins de rotations, donc moins de frais de ménage derrière. Donc ça c'était ce qui a été recherché à faire par la suite. En termes de charge d'exploitation, donc là c'est légèrement similaire à l'année précédente, on est à peu près à 1515 euros du coup de charge sur cette année-là. Et en termes de cash flow, du coup, avant impôt, donc là, c'était ce qui rentrait moi dans ma poche, du coup, tout seul. On est du coup à peu près à 11 000 euros de cash flow net dans la poche. Donc si tu fais une moyenne, on est à peu près moins de 1000 euros par mois, en moyenne, lycée en moyenne par mois. Et d'ailleurs aussi, pourquoi je te partage pas par mois et je préfère le faire à l'année? Tout simplement parce que je suis dans un secteur à forte saisonnalité. Et pour moi, c'est pas cohérent de te partager mois par mois parce que c'est mieux de lisser ça à l'année. Donc je préfère me projeter vraiment sur un an, comme ça tu vois sur un an et après tu fais ta moyenne sur l'année. Donc là, on a un peu moins de 1000 euros par mois. Mais tout ça pour te dire que en full automatisant et déléguant, en optimisant tout ce que j'ai fait, j'arrivais à générer presque 1000 euros de cash flow net par mois. Sauf qu'en termes de temps de gestion, comme je te disais, ça me créait de la charge mentale, mais c'était aussi fluide dans le sens où j'avais cette liberté géographique. Donc le côté fluide, c'était le fait que je pouvais m'absenter, ça allait. Mais j'avais cette charge mentale où, comme je t'ai dit, le prestataire, c'était pas forcément foufou. Et je devais aussi gérer la communication voyageur. Donc j'ai passé 30 minutes, en réalité c'était entre 30 minutes et 1 heure par semaine. Parce que même si, j'allais dire, c'est des petites interactions en fait avec les voyageurs. Mais c'est pas en termes de temps que ça prend forcément du temps, mais c'est vraiment en termes de charge mentale. Le fait de checker, tu vois, tous les jours, c'était peut-être checker, prendre 10 minutes ou 5-10 minutes à répondre aux questions des voyageurs. Mais en fait, ça crée de la charge mentale et ça prend un minimum de temps. Et moi, c'est ce que je voulais me défaire petit à petit de l'activité. Donc ça, c'est sur l'année 2019. Donc comme je te l'ai dit, pour l'année suivante. Donc l'objectif, ça allait être d'optimiser, en tout cas en termes de remplissage du calendrier, arriver à remonter, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, et aussi d'optimiser le nombre de rotations dans le logement pour pas avoir à payer trop de frais de ménage. Donc ça, c'était les deux objectifs principaux pour l'année suivante. On arrive maintenant à 2020, une année charnière, comme tu peux t'en douter, tu l'as vécu toi aussi, c'était une année vraiment challengeante dans tous les sens du terme. C'était l'année pour moi de la remise en question. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette année? Comme je t'ai dit, l'objectif c'était d'optimiser la marge sur le projet d'investissement que j'avais réalisé. C'était faire en sorte qu'il y ait un peu moins de rotation justement pour optimiser au niveau des frais de ménage, mais aussi aller chercher un peu plus de chiffre d'affaires de manière générale parce que j'avais aussi fait encore certaines erreurs qui m'ont coûté de l'argent et je voulais aller chercher un step au-dessus au niveau du chiffre d'affaires généré. Par contre, ce que j'avais fait, petite anecdote là-dessus, c'est que l'année-là, je sais pas comment j'avais fait, mais en tout cas j'avais anticipé, je sais pas comment, mais j'ai cherché à faire une pause de crédit. Pause de crédit, c'est quoi? C'est tout simplement que j'ai demandé à ma banque, c'est compris dans le contrat, donc je t'invite à voir si toi tu exploites un bien en location courte durée. Dans ton contrat de prêt, tu peux être disposé, si c'est négocié ou pas, je sais pas comment ça se gère, tu verras toi-même, à faire des pauses de crédit ponctuellement. Donc moi j'avais cherché justement dans cette phase-là, j'étais dans une phase où je voulais capitaliser, donc augmenter ma trésorerie. J'avais besoin de trésorerie à ce moment-là. Du coup, je me suis dit, meilleur moyen de faire de la trésorerie, c'est de faire une pause de crédit. Et j'ai tout simplement demandé à ma banque de faire une pause de crédit. La raison que j'ai impliquée, c'est tout simplement, j'ai besoin de capitaliser, donc j'aimerais faire une pause de crédit pour mettre des sous de côté et pour lancer d'autres projets. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté. C'est aussi simple que ça. J'ai demandé, ils ont accepté. Donc encore une fois, c'est juste pour te dire qu'il suffit de demander, et suivant si c'est dans ton contrat ou pas, tu peux demander des actions à faire. Donc ça, c'était la première chose qui s'est passée début d'année, mais après ce qui s'est passé, tu l'as vécu toi aussi, la phase de confinement. Confinement, on arrive à mars, fin d'année, fin du mois de mars, avril. Confinement, moi à cette époque-là en plus je me rappelle, je revenais d'un voyage au Portugal, j'ai failli être resté coincé là-bas, mais au final pile je rentre et pile on arrive dans cette phase de confinement, et pour moi c'est une année charnière parce que j'avais plein de projets, honnêtement, enfin plein de projets entre guillemets, j'avais un projet perso que je voulais développer, ça allait exploser c'est sûr et certain, sauf que ça vient mettre un gros coup d'arrêt sur mon activité propre, personnellement en tout cas entrepreneur de la location courte durée, parce que sur l'activité que j'avais lancée, vu que je proposais différents services à des hôtes, propriétaires,
exploitant de location courte durée, bah, ça a mis un gros coup d'arrêt, moi, sur mon activité professionnelle, parce que vu que c'est directement lié à la location courte durée, bah, ça a mis un gros coup d'arrêt à cette activité-là. Et même sur mes propres biens, c'est vraiment la phase où je me suis remis en question. Parce que c'est une question qu'on se pose le plus, qu'on se pose tous quand on fait de la location courte durée, c'est quel scénario le pire pourrait arriver. Et là, concrètement, c'est vraiment le pire scénario qu'on pourrait vivre. Quand on arrive à une situation de confinement bah, où personne peut voyager, où personne peut bouger, se déplacer, séjourner dans les logements, bah, en fait, c'est le pire scénario qui peut arriver. Donc là, on était arrivé à un moment où je vivais clairement bah, le pire de ce qui pourrait arriver. Et ce qui s'est passé, justement, c'était bah, du coup une super leçon. Parce que en réalité, ce qui s'est passé, c'est que bah, personnellement, en tout cas sur le logement, les logements qui étaient exploités, c'est qu'ils ont été fermés un mois seulement, donc le mois d'avril, donc je crois que c'était le plus gros mois. C'est qu'aussi, ce qui s'est passé, donc il y a une transition qui s'est faite sur cette année-là, c'est qu'à un moment donné, bah, vu qu'on était confinés, bah, moi je me suis dit, bah, je vais pas payer un loyer, bah, j'étais déjà un peu en mode nomade digital, un peu entre guillemets SDF de luxe où je voyageais, je bougeais, j'avais pas de pied-à-terre fixe, mais je me suis dit, bah, je vais venir pied-à-terre dans un de mes appartements, donc j'ai bloqué pendant une courte période un appartement pour y séjourner dedans, en tout cas le temps du confinement. Donc ça aussi, tu vois, réflexion stratégique, c'est que je vais pas payer un loyer ailleurs. Je me suis dit, bah, pourquoi payer un loyer ailleurs, sachant que à ce moment-là, on n'avait aucune durée de projection de combien de temps ça allait durer, etc. Donc je me suis dit, bah, le temps que ça dure, au moins, bah, je suis dans mon logement et c'est mon pied-à-terre et après on verra ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que bah, malgré ça, on a eu un mois du coup assez creux où j'ai fermé. Par contre, sur la phase de relance extraordinaire, extraordinaire parce que je me suis dit bah ça va être compliqué, ça va être difficile, on va être challengé, c'était sûr et certain. Par contre, en termes de résultats sur l'année, vu que j'avais mis en place une stratégie, j'avais vraiment réfléchi à comment mettre une stratégie de relance après ce qui venait de se passer. Donc l'idée c'était vraiment ça. Donc certains, peut-être que toi tu vois ta vidéo, tu as vécu ça, donc tu te rappelles un peu de ce qui a été vécu, mais si t'as pas encore vécu ça, c'est vraiment intéressant de se mettre dans cette optique de quand tu as un scénario comme ça, qu'est-ce qui se passe, comment on l'anticipe, comment on fait évoluer sa stratégie dans ces moments-là. Parce que en fait, la stratégie qui a été adoptée, c'était de proposer tout simplement de la moyenne durée. Et c'est là où je me suis dit, justement, en proposant peut-être de la moyenne durée, en faisant plus de flexibilité, c'est que le logement, malgré ce qui se passait, encore une fois, bah, il continuait à se louer. Donc il y a plein de personnes, ce qui s'est passé à ce moment-là, qui ont arrêté l'activité de location courte durée par peur, par panique, par crainte que ça marche plus, que ça ne se loue plus, parce qu'ils ont pas mal d'annulations. Moi, la réflexion que j'ai eue, c'est que je me suis dit, bah, en fait, peu importe ce qui va se passer, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Il y a des gens qui ont besoin de bouger. C'est pas que des vacanciers qui bougent. Et même si moi je suis dans un secteur à forte saisonnalité, bah, je sais qu'il y avait d'autres personnes qui venaient parce que ma cible c'était pas des vacanciers, au contraire, par rapport à ma situation, etc. De base, c'était pas des vacanciers. C'était pas forcément des vacanciers, c'était des personnes en transition, c'était comment dire, du tourisme d'affaires, etc. Donc c'était ce type de personnes que je voulais cibler. Et du coup, bah, grâce au plan de relance que j'ai mis, le logement a continué à être rentable sur la durée. Donc le calendrier a continué à se remplir. Donc voilà, malgré les challenges, ça a continué à se remplir. Et ça, pour moi, bah, c'était gage que, à ce moment-là, clairement, fin d'année 2020, je me dis que, en tout cas durant cette année 2020, je me dis que clairement, l'activité de location courte durée, c'est le système le plus antifragile qui existe. Par le fait que tout simplement, tu fais de la location courte durée, c'est-à-dire à la nuit, à la semaine. Tu peux faire de la moyenne durée, tu peux faire du bail mobilité, tu peux y habiter en tant que résidence secondaire, c'est résidence principale. En fait, tu peux l'employer dans toutes les situations. Donc vraiment, à ce moment-là, pour moi, c'était la phase où, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est sûr et certain, je vais continuer là-dedans et je vais chercher à cartonner là-dedans. Et en plus de ça, il se passe quelque chose d'assez particulier, justement, par rapport à ma situation perso. C'est que deuxième partie d'année, à l'annonce du deuxième confinement, je fais ce départ, du coup, à La Réunion. Et c'est là où je prends vraiment conscience de tout ça. Et je me dis vraiment, en fait, c'est clair que l'activité de location courte durée, c'est vraiment, entre guillemets, pour moi, le must. C'est le must. Je ne ferai pas de la location longue durée parce que la courte durée, avec tout ce qu'on peut en faire autour, c'est tellement facile à pivoter, à s'adapter, etc. que pour moi, c'est vraiment le meilleur écosystème aujourd'hui qui existe, aussi bien sur le côté rentabilité qu'optimisation. Certes, c'est le côté chronophage, mais quand on met en place des écosystèmes, en tout cas comme je l'ai mis, on peut vraiment se libérer des tâches chronophages et vivre et être libre. Donc pour moi, c'était acté, fin de cette année-là, c'est le meilleur système qui existe. Donc maintenant, en termes de chiffres concrets sur cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé pour mes logements en location courte durée? Donc à ce moment-là, stratégie toujours full LCD, même si on commençait à rentrer dans une phase de pivot, avec cette idée de pied-à-terre, hein, comme je l'ai dit, bah, vu qu'il y avait la phase de confinement, on pouvait plus bouger ni rien, bah, ça a été mon pied-à-terre pendant à peu près un mois et demi avant de continuer à rebouger, à revoyager. C'est aussi à noter la pause de crédit qui a été faite durant 6 mois, donc ça m'a permis de capitaliser et au final mieux amortir cette période de confinement. Parce que tu vois, c'est là où c'est intéressant. Il y a des personnes, elles étaient en panique, en stress, etc. Alors ce qu'il y avait juste à faire, tu vois, moi je l'aurais pas fait au tout début d'année. Bah, quand on m'avait dit annoncer confinement à partir de mars, bah, je l'aurais fait à ce moment-là. Pause de crédit, bah, j'aurais demandé, voilà, on arrive dans une situation critique, je pourrais peut-être pas rembourser le crédit, est-ce qu'on peut faire une pause de crédit? Et j'aurais eu 6 mois tranquille pour savoir anticiper la suite.
Donc là, indirectement, j'avais anticipé la situation, donc c'était cool pour moi, parce qu'au final, j'étais pas du tout, entre guillemets, impacté par le fait que j'ai eu des annulations de réservation, que j'avais plus de location, grâce à cette pause de crédit. Donc si on revient sur le chiffre d'affaires généré, donc net de commission, on est sur à peu près donc 31 900 et quelques, donc presque 32 000 de chiffre d'affaires net généré. Et comme tu peux voir, le chiffre d'affaires généré, il est incroyable. Donc on voit en termes de ventilation, Booking à peu près 19 000, on reste sensiblement similaire à l'année précédente, on est à presque 20 000 euros de revenus générés. Airbnb qui baisse un petit peu, normal aussi parce que le chiffre d'affaires global a baissé aussi. Donc Airbnb qui baisse un petit peu, et également les réservations en direct qui baissent aussi un petit peu à ce moment-là. Mais de manière globale, on voit que toujours c'est Booking qui domine le marché. En taux de remplissage, on est à 64% de taux de remplissage. Donc 64% de remplissage, pareil, là je me dis quand je fais le bilan de la fin de cette année, je me dis mais c'est ouf, c'est ouf. Mon chiffre d'affaires net baisse uniquement de à peu près 4 000, 5 000 euros. Mais en termes de taux de remplissage, on perd 20 points. Donc là, je me dis pareil, dans la tête, en fait, on peut faire une optimisation grâce au prix aussi qu'on va pratiquer, aux stratégies tarifaires qu'on va mettre en place. Et là, vraiment, dans ma tête, c'est là où je me dis, mais oui, en fait, c'est pas le taux de remplissage le plus important, c'est vraiment le chiffre d'affaires qu'on va générer et aussi la marge qu'on va avoir derrière. Tu vas le voir pourquoi par la suite. Mais c'est vraiment ça, c'est le chiffre d'affaires à aller chercher, parce qu'une fois qu'on a mis en place son système, que c'est automatisé, que la partie gestion elle est là, qu'on a optimisé aussi au niveau du remplissage de son calendrier, en termes de nombre de rotations, mais en fait, c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est pas le taux de remplissage, c'est où on va chercher à générer plus de revenus. Donc, en termes de charges fixes, maintenant, on était, vu que j'ai fait une pause de crédit, sur l'année, on était à peu près à 7 200 euros. Sache que quand on fait une pause de crédit, c'est tout simplement que il y a le capital qui est posé. On peut faire aussi une pause partielle, payer que les intérêts pendant un certain temps. Moi, j'ai fait une pause de crédit totale. Donc, c'est vraiment tout qui est décalé en termes de crédit. Ça rallonge mon crédit. Mais moi, honnêtement, je m'en fous un peu parce que mon objectif quand je fais de la location courte durée, c'est le cash flow. C'est pas de rembourser mon crédit le plus rapidement possible, c'est uniquement faire du cash flow. Et après, on voit ce qui se passe et si ça dure, c'est pas un souci. Mais c'est ça la volonté première, en tout cas personnellement, quand je fais de la location courte durée. Donc charge fixe 7200, charge d'exploitation, donc ménage plus linge, donc j'avais réussi à optimiser cette partie-là, donc avec moins de rotation, mais aussi c'était dû à ce qui s'était passé par rapport à la situation. Donc là, c'est une baisse au niveau des charges, au niveau de l'exploitation terrain, donc là c'était cool pour moi. Au niveau des charges d'exploitation, pareil, on reste sensiblement sur la même chose, à peu près, parce que je garde les mêmes outils, le même mode de fonctionnement, où je gère moi-même la stratégie tarifaire, ce genre de choses, j'avais pas mis d'outils spécifiques en place. Mais je suis dans une réflexion où comment je peux, encore une fois, m'alléger un peu plus la charge de travail. Parce que ce qui s'est passé en termes de temps de gestion à ce moment-là, donc vu que la situation était assez particulière, j'ai passé entre 1 heure, on va dire 1 heure et demie par semaine, parce qu'il fallait gérer cette période-là, tout ce qui était annulation, mettre en place des stratégies différentes, stratégies d'adaptation par rapport au marché. Donc j'ai dû retravailler pas mal de choses à ce moment-là. Donc ça crée un minimum de charge mentale, mais quelque part c'était kiffant parce qu'on repartait sur un autre challenge. Donc l'objectif pour moi et le challenge pour l'année qui allait suivre, à la fin de cette année 2020, c'était tout simplement de chercher encore une fois à améliorer la marge. Donc ce que j'avais pas réussi à faire, on va dire entre guillemets l'année précédente, c'était de booster un peu, on va dire la marge, vraiment, c'était vraiment ça, booster la marge, aller chercher un meilleur taux de remplissage du coup durant cette année qui allait suivre, et vraiment voilà, cette optimisation de la marge pour moi c'était vraiment le plus important. C'est vraiment cette idée, on optimise la marge et voilà, tout simplement on optimise la marge et du coup derrière on optimise la rentabilité. Et avec cette réflexion de sortir, à partir de ce moment là je commençais à en avoir marre aussi de gérer le relationnel voyageur, parce que je le gérais toujours moi personnellement à ce moment là, de me détacher de plus en plus avec cette partie gérer le relationnel voyageur, et même réflexion à mettre en place d'autres outils pour m'extraire encore plus de l'activité. Donc ça c'est tout ce qu'on va voir sur l'année d'après. Ok, on arrive en 2021 et cette année, ça va être la première année où j'ai de réelles réflexions sur l'avenir. Comme je te l'ai dit, à la fin de l'année 2020, l'objectif c'était d'optimiser la marge sur ce logement et d'alléger la charge mentale sur tout ce qui allait être relationnel voyageur. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, vu que, en tout cas par rapport à la situation et par rapport à mes projets pro-perso, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de revenir m'installer dans la région. Donc m'installer avec l'idée d'avoir un pied-à-terre dans le secteur. Du coup, j'ai mobilisé un des logements pour m'en servir comme pied-à-terre. Donc à ce moment-là, il devient ma résidence principale. Donc je décide de mettre le studio en résidence principale. Donc pendant 9 mois, je le mets en location en résidence principale, et dernière partie de l'année, on va dire, je le mets en location courte durée. Parallèlement à ça, le T2 à ce moment-là aussi, T1 bis T2, du coup, je le laisse en full location courte durée. Donc à ce moment-là, il se passe qu'il y a moins de voyages. Moins de voyages parce que je lance d'autres projets
business justement dans le secteur qui m'engage justement à m'impliquer et à avoir ce pied-à-terre dans mon secteur là et du coup c'est comme ça que se passe l'année 2021 et justement où j'organise moi personnellement sur la phase pro j'organise mon premier séminaire, mon premier bootcamp. Donc pour moi c'était aussi le fait de passer dans une autre dimension, en tout cas en termes de business et d'activité, parce que j'ai d'autres volontés, d'autres perspectives et d'autres volontés d'impact par rapport à ce que je faisais dans mon activité. Ce qui se passe également en parallèle de ça, sur le côté pro-perso, c'est que je deviens aussi ambassadeur Airbnb et leader de communauté. Donc ça se passe en début 2021. Donc ça se trouve que tu m'as vu peut-être si si tu fais de la location courte durée depuis plus ou moins longtemps, tu m'as peut-être déjà vu passer dans ce genre de spot quand tu étais connecté à Airbnb par exemple, ou alors tu as peut-être vu une autre photo si tu t'es déjà intéressé au profil des côtes, etc. Ou justement cette année-là, sur le parallèle justement à mon entrée en tant qu'ambassadeur Airbnb, il s'est passé des choses incroyables pour moi, où justement j'ai connu l'envers du décor de cette plateforme-là. Et je pourrais te faire une vidéo dédiée justement sur ce que j'ai vécu en tant qu'ambassadeur d'Airbnb dans les coulisses de chez Airbnb. Je pourrais te faire une vidéo dédiée, dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse que je te partage tout ça, sur comment ça s'est passé, les coulisses, etc. Parce que j'ai vécu vraiment des choses extraordinaires, incroyables en tant qu'ambassadeur Airbnb. Donc j'ai vu justement l'aspect de la location courte durée un peu sous un autre visage. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que ils sont venus faire un spot chez moi, un spot publicitaire. Donc j'ai été sélectionné pour faire partie des, entre guillemets, des égéries d'Airbnb où ils se sont servis tout simplement de mon image parce qu'apparemment peut-être que je passe bien, je sais pas. Mais voilà, ils sont venus faire un shooting dans mon appartement. Donc ça c'était vraiment quelque part la consécration. Consécration parce que tu vois, c'est un sentiment gratifiant quand tu vois qu'un travail est récompensé, que tu es bon dans ce que tu fais, que tu es sollicité et que du coup, y a une structure comme Airbnb qui te propose de faire un spot de pub dans ton logement. Pour moi, c'était incroyable. Donc je vis ce genre d'expérience et pour moi, c'est vraiment kiffant. Première alerte, par contre, en parallèle de ça, donc ça c'est le côté kiffant de ce que tu peux voir, mais première alerte, ce qui se passe dans mon secteur par rapport à l'exploitation de ce bien, c'est première alerte sur la réglementation. Première alerte sur la réglementation, c'est qu'on passe justement où la loi sur le changement d'usage, elle passe, elle est votée et adoptée, c'est qu'on doit tout simplement faire un changement d'usage pour continuer à exploiter ces logements en location courte durée. Donc c'est en ça où je te dis, c'est les premières réflexions d'avenir sur l'activité de location courte durée, parce qu'on commence à avoir des feux qui se mettent au orange. Où on commence à avoir des freins qui se mettent en avant, en tout cas dans mon secteur. C'est pour ça que je précise toujours que c'est par rapport à un secteur donné que la situation va être propre à son secteur. Donc en tout cas dans mon secteur et par rapport à ce propre bien, c'est que l'activité de location courte durée, même si ils en parlaient déjà depuis quelques années, là il y a un premier, on va dire, gros point orange rouge limite, qui se met en avant sur le fait de mettre cette réglementation en place sur le changement d'usage obligatoire pour faire de la location courte durée. Donc là c'est une première réflexion d'avenir à qu'est-ce qui va se passer vraiment par la suite. Parce qu'en termes d'exploitation de logement, en termes de rentabilité et de gestion, je suis au top du top, parce qu'on va voir ça tout de suite en termes de chiffres, qu'est-ce qui s'est passé sur cette année-là. Donc sur cette année-là, comme je te l'ai dit, en termes de chiffres, on était, déjà en termes de stratégie, on était sur une stratégie mix où j'étais en résidence principale pendant près de 9 mois sur un des appartements. J'ai mis ensuite en location courte durée et l'autre était en full location courte durée. Donc pour te partager ces chiffres-là, c'est essentiellement du coup consacré à ces chiffres sur un seul logement, tu vois, un seul logement essentiellement. On va dire que 80-90% des revenus sont générés par un seul logement sur l'année-là. Et le chiffre d'affaires réalisé, pour moi, sur ce logement-là, c'est, je crois, une année record parce que j'ai, en tout cas, les deux confondus, bien sûr. Là, on est à peu près à 30 000 € de revenus générés sur l'exploitation de ce logement. La répartition, comme tu peux voir, majoritairement, on voit que Booking domine toujours. On voit qu'il y a aussi du Airbnb qui a pris de la place également. Pareil sur cette année-là, je ne sais pas si c'est en rapport sur le fait que j'étais ambassadeur Airbnb ou autre, mais en tout cas, j'ai généré aussi plus de réservations par Airbnb à ce moment-là. J'ai eu des réservations aussi en direct, toujours en direct, à hauteur de 5200 et quelques, qui représentent à peu près 17% du chiffre d'affaires. Mais tout ça pour te dire, encore une fois, sur la répartition, que il y a Airbnb qui vient gratter du terrain, mais toujours Booking est là. Booking, pour moi, c'est ma plateforme préférée, même si... Et tu vois, ça c'est un truc aussi assez particulier, c'est que j'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire, ma plateforme préférée c'est Booking.com, ça c'est une certitude. Par contre, je suis ambassadeur Airbnb, j'ai eu une application là-dedans, Airbnb ambassadeur, leader de communauté, et je fais vraiment la distinction entre plateforme préférée et les plateformes de réservation et aussi le mode d'exploitation qu'on va avoir derrière. Donc c'est pas que je fais partie justement des ambassadeurs Airbnb que je vais pas utiliser Airbnb ou d'autres canaux de visibilité. Donc voilà, ces petites nuances que je t'apporte.
Mais voilà, pour remettre aussi des choses dans leur contexte par rapport à ce qui s'est passé. Mais j'ai pas forcément cherché à plus booster Airbnb parce que je suis à ce moment-là, j'étais ambassadeur Airbnb. C'est vraiment que Booking, enfin pour moi, marche et cartonne parce que j'ai mis en place toutes les stratégies qu'il faut pour cartonner sur Booking et aussi pour cartonner et avoir des réservations en direct et par mon site de réservation. Donc ça étant dit, tu vois, au niveau des charges fixes, donc voilà, on est revenu sur des charges fixes normales à ce moment-là, 14 400 € de revenus, de dépenses en termes de charges fixes, charges d'exploitation, ménage, linge. Donc là, c'est l'année où j'ai optimisé parce que déjà, il y en avait essentiellement un qui était plus exploité en location courte durée. Donc on baisse les charges d'exploitation au niveau de la logistique terrain qui sont baissées. Et en termes d'exploitation, on va dire autre, en termes d'outils, là, j'ai commencé à mettre creuser sur d'autres outils que j'allais mettre en place, dont le fait de mettre un outil qui permet de gérer la tarification en automatique. Donc là, il y a toujours les mêmes, plus celui-là que j'avais rajouté, qui au final me coûte à peu près 300 € par an. Mais en termes de charge, même si les prix, tu vois, même après les années, je maîtrisais la stratégie tarifaire, ce que j'ai cherché à mettre en place à cette année-là, c'est un outil qui me permet d'automatiser la gestion des tarifs. L'avantage en mettant en place ce type d'outil, c'est que ça allait me décharger mentalement de gérer les tarifs, parce que moi je suis dans une optique où les prix varient constamment. C'est pas que tu mets en place des prix et ça reste tout le temps comme ça, les prix varient en fonction du marché. Et ce qui se passait justement par rapport au marché, par rapport à tout ce qui s'était passé l'année précédente, les années précédentes, etc., et ce qui allait se passer à l'avenir par rapport à l'activité qui se développe, où il y a de plus en plus de monde sur le marché évolue. Donc le marché évolue, les prix évoluent. Donc même si j'avais mis en place un outil qui permet d'automatiser la gestion des tarifs, je gardais toujours un œil dessus. Pour moi, c'était plus entre guillemets, un coach de tarifs qui allait me dire, voilà, dans cette zone-là, je vois ce type de tarif. Moi, je validais ou pas et je faisais des réajustements si nécessaire. Donc, je ne vais pas laisser un outil qui gère les tarifs le gérer en full automatique. Déjà, il faut le paramétrer, il faut le gérer. Encore une fois, pareil, si tu veux une vidéo complète là-dessus, je pourrais te la faire, tu me le dis en commentaire. Je pourrais te faire ce type de vidéo-là sur le type d'outil moi que j'utilise aujourd'hui et comment ça fonctionne. Mais du coup, ce type d'outil, moi, ce que je voulais, c'est qu'il soit un indicateur et je ne vais pas aller sur d'autres plateformes ou même copier le voisin Airbnb pour fixer mes tarifs. Pour moi, ça n'a pas de... ça n'a pas lieu de faire ça, il n'y a aucune raison de faire ça et c'est complètement. Faut surtout pas faire ça. Donc je voulais un outil pro qui permette de gérer ça. Donc vu que j'avais ces logements plus mon activité professionnelle de service que j'avais, donc je me suis dit autant que ça serve le tout et que je gère ça pour mes propres biens, aussi pour les clients que j'ai en termes de services que je propose. Et du coup, c'est en ça où ça a augmenté un petit peu, en tout cas au niveau des charges d'exploitation sur ce que j'ai mis en place. On arrive en termes de cash flow avant impôt à un montant à peu près de 9 500 € sur le bien exploité en location courte durée, sur les biens que j'avais là, sachant que, rappelle-toi, hein, pendant 9 mois, j'étais en résidence principale sur un des 2 logements. Donc là, pour moi, encore une fois, sur cette année 2021, je me dis, c'est incroyable, c'est fou, en fait. J'ai fait un investissement qui est incroyable parce que je peux habiter dans le logement quand je veux et derrière ça, je paye pas de loyer parce que c'était ma résidence principale. Et en plus de ça, il me génère du cash flow en plus. Donc là, pour moi, je gagnais sur tous les tableaux. Et là aussi, pareil, à ce moment-là, je me dis, putain, c'est incroyable, c'est sûr, j'ai ce déclic, un autre déclic de me dire que cette activité, c'est sûr, elle est folle et je sais que je peux faire des choses incroyables dedans. En termes de temps de gestion, là je mettais en place des actions, comme je t'ai dit, pour me déléguer aussi de sortir de plus en plus de la partie relationnelle voyageur. Donc vu que j'avais développer une activité de service, donc pour pas te la nommer, que c'était la partie conciergerie et je proposais aussi d'autres services, où du coup il y avait du relationnel voyageur à gérer. Donc moi j'avais mis quelqu'un pour gérer la partie relationnel voyageur. Donc moi je m'étais sorti un peu plus de ça. Donc ce challenge sur cette année 2021, c'est que j'ai eu un autre challenge encore une fois sur un prestataire de ménage où c'était c'est challengeant parce qu'il fallait encore une fois le remplacer, donc faire des nouvelles démarches, etc. Donc c'était un peu ça la charge mentale, sauf que j'ai réussi à retrouver quelqu'un d'autre et j'étais parti dans une nouvelle aventure avec ce prestataire là. Donc ça c'est le côté challengeant et aussi le côté cool au final où je faisais pas grand chose dans l'activité et j'étais dans une phase d'optimisation ultime pour ce logement. Donc à ce moment-là, c'était plus, on va dire, la quête du chiffre d'affaires absolu, c'était plus comment j'allais mettre en place un écosystème qui me permette justement d'être rentable, peu importe la situation dans laquelle je suis. Donc comme tu l'as pu voir en termes de résidence principale, si c'est ma résidence secondaire, si j'exploite un logement en location courte durée, comment ça se passe, etc. Donc avec cette stratégie de mix, comment aujourd'hui j'arrive à rembourser mon crédit et générer au moins un cash flow avec un minimum de charge mentale. Donc c'est ça le plus important à retenir sur cette année-là, c'était vraiment fluidifier au maximum la partie charge mentale, quasiment ne plus avoir d'impact, en tout cas d'interaction dans l'activité, m'occuper de la partie commercialisation parce que c'est ce que je préfère, c'est là où je suis le meilleur,
chercher on va dire, remplir le calendrier, maximiser les revenus, c'est ce que je préfère faire. Et tout le reste, entre guillemets, c'était ne pas m'en occuper. Donc ça, c'était la phase dans laquelle j'ai rentré pour l'année suivante. Alors là, on arrive sur une année 2022 qui va être un peu une année particulière parce que j'arrive sur cette phase de doute. Pour moi, c'est les premières réflexions sur l'idée de qu'est-ce que je vais faire à l'avenir parce que ce projet commence je commence à avoir fait le tour, tout simplement. Comme je te l'ai dit, l'objectif sur cette année, c'est optimiser la charge mentale. Donc, c'est-à-dire arriver à zéro communication client-voyageur. Ça, c'était mon objectif principal. Donc, j'étais au top sur les revenus. J'étais plutôt pas mal, on va dire, quasiment au top sur la partie gestion, logistique, terrain. Ce qui me manquait, c'était vraiment me détacher de la partie communication voyageur. Et aussi, ce qui s'est passé, propre à ça, c'est que mon activité professionnelle, aussi bien que mon activité des propres biens, j'ai commencé à la remettre en question. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quelque part j'avais fait un peu le tour de l'activité. Donc là j'étais arrivé à peu près 5 ans d'activité, purement dans la location courte durée, 3 ans où j'avais lancé ma gamme de services dans la location courte durée. Et je m'étais rendu compte qu'en fait j'avais du mal à voir une amélioration ou d'autres choses à faire dans cette activité-là, et je sentais que j'avais fait le tour. Donc à ce moment-là, c'était vraiment l'idée que je réfléchis, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que je pivote, est-ce que je fais autre chose. Donc je suis vraiment dans cette réflexion-là sur cette année. Et en termes d'exploitation sur les logements, déjà ce qui se passe, c'est que je fais encore une fois une pause de crédit. Je me dis, mais en fait, ce que je peux faire, c'est parce que j'avais réfléchi, vu que je l'avais fait une fois, je me suis dit, en fait, ce que je peux faire, si je veux lever de la trésorerie à un moment donné, si j'ai d'autres projets à relancer, autant que je fasse une pause de crédit. Donc, c'est ce que j'ai fait encore une fois ce début d'année-là. J'ai fait une pause de crédit 6 mois pour générer de la trésorerie. Le studio, il a été mis en moyenne durée. À partir de cette année 2022. Donc j'ai fait de la moyenne durée. C'est devenu aussi mon pied-à-terre sur l'été. Donc l'été, j'ai décidé de revenir dedans. Et j'ai remis en moyenne durée après l'été. Donc ce qui est cool, c'est que le studio, au final, ce que c'était, c'était mon pied-à-terre, comme je l'avais identifié au tout début de mon projet. C'était devenu mon pied-à-terre où je venais ponctuellement si j'avais besoin. L'autre appartement, c'était un peu ma vache à lait. Ma vache à lait dans le sens où c'était l'appartement qui me payait toutes les charges et également qui me générait du cash flow. Donc sur un seul appartement, j'arrivais à rembourser toutes les charges et en plus de ça, générer du cash flow. Du coup, en termes de chiffres, concrètement sur cette année-là, la stratégie, pour rappel, donc c'était le mix, comme j'ai dit, moyenne durée, résidence secondaire l'été et moyenne durée sur la fin de la période. T2 en full LCD, pause de crédit de 6 mois. En termes de chiffre d'affaires concret maintenant, on est arrivé à 30 000 euros, 30 400 euros de chiffre d'affaires sur cette année-là. Donc sensiblement pareil à l'année précédente. Par contre, bémol, c'est que j'ai un peu laissé justement en suspens, tu vois, j'ai fait un peu les mêmes erreurs que 3 ans auparavant, où j'étais moins impliqué dans, on va dire, dans l'optimisation du chiffre d'affaires de mon activité, où j'ai du coup une baisse de remplissage. Et la baisse de remplissage, elle se traduit uniquement par ça. Parce que en réalité, sur l'approche marketing, etc., je sais que j'étais au top. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai négligé l'approche sur la commercialisation du logement. C'est que je m'étais un peu suffi par rapport à ça. C'est là où j'ai réfléchi justement sur la partie commercialisation, le marketing, le revenu management, où j'ai cherché à modéliser quelque chose d'encore plus pertinent pour optimiser efficacement cette partie-là. Mais on voit que en termes de taux de remplissage, ça a baissé. Là, j'ai pris qu'un seul logement parce que l'autre, il est exploité en moyenne durée. Donc, moyenne durée, c'est du 100% de remplissage. Donc, c'est plus forcément cohérent de te partager les chiffres du studio aujourd'hui. Donc, je te partage uniquement les chiffres du T2 que j'ai exploité, où on est sur du 74% de remplissage. Mais même malgré ça, je sais que je reste très rentable. Et pour moi, je suis plus dans une... Tu vois, et c'est là où c'est intéressant, c'est que à partir de cette phase-là, 2021-2022, je suis plus dans cette phase où je cherche à maximiser à fond le chiffre d'affaires. C'est vraiment plus ça, c'est que voilà, je sais que j'ai atteint un plafond, je peux pas aller plus haut. Par contre, ce que je veux faire, c'est optimiser la marge et avoir cette stabilité dans le chiffre d'affaires. C'est vraiment ça mon objectif sur ce logement. Et c'est là où la réflexion du mix vient se prêter à réflexion. Et du coup, en termes de charge fixe, donc 7 200 euros à l'année parce qu'on a fait cette pause de crédit. Charges d'exploitation, ménage, linge. Donc même si là, c'est les deux, sur le T2, il n'y aura pas eu forcément de rotation. Donc on va dire que c'est principalement sur le logement exploité en location courte durée qui va me coûter ça. Et on voit que là, sur cette période-là, ça ne me coûtait pas énormément cher par rapport au prestataire par lequel j'étais passé à ce moment-là. Parce qu'il s'est passé aussi quelque chose d'assez particulier sur cette année. C'est que j'ai vécu un challenge de fou. Challenge de fou à ce moment-là, c'est que j'ai eu un prestataire qui m'a planté en plein milieu de l'été. Prestataire de ménage avec lequel ça s'était bien passé sur le début de l'année. En fait, il a pas géré sa croissance, trop optimiste, je sais pas, il a pas géré sa croissance et du coup il a explosé en plein été, Donc je me suis retrouvé en plein été à trouver des solutions pour reprendre la gestion du bien, mais aussi des biens que j'avais par rapport à ma structure de conciergerie. Et donc c'était challengeant, donc gros challenge par rapport à ça.
Et du coup, j'ai fait cette transition justement de prestataire sur cette année-là, où là, justement, sur le choix du prestataire et la manière de l'accompagner dans la gestion de mon logement et des logements que j'avais de manière générale, elle était différente. Elle était vraiment différente. Et c'est là où justement j'ai accompagné une personne à lancer sa propre entreprise et l'aider à se développer sur la partie gérer comment dire, le nettoyage, le ménage, le linge, créer sa propre structure pour gérer ça pour des locations courte durée. Donc j'ai pu l'accompagner là-dessus. Et derrière, ça a pu mieux gérer, en tout cas, enfin, mieux se gérer pour moi, pour ma partie logistique terrain, où là, j'avais clairement zéro charge mentale, où j'étais sûr que ça allait bien se passer, etc. Et que, en termes voilà, en termes d'opportunités pour les suites, l'évolution, c'était vraiment le meilleur choix que je pouvais faire. Et du coup, derrière, en termes d'exploitation, charge d'exploitation, donc là, pareil, j'ai mis en place, c'était quasiment les mêmes outils qui étaient mis en place, que ce soit au niveau RA Pro, les outils, etc. Guide numérique, tout ça, c'était pareil. L'outil pour gérer les prix, ça aussi, c'était pareil. Et j'avais aussi, derrière, pareillement à ça, j'ai mis d'autres types d'outils. Donc voilà, si c'est des outils que tu veux savoir, quels sont les outils que j'ai mis en place dans mes locations courte durée, justement, pour sortir de tout ça, partage-le moi en commentaire dans le lien. Je te ferai une vidéo sur les outils que j'utilise concrètement. Donc, cash flow, du coup, net avant impôt, grâce à cette pause de crédit et l'optimisation que j'avais faite, on est à près de 16 400 € de revenus, donc cash flow avant impôt. Donc au final, tu vois, avec ce type d'exploitation, j'avais quasiment plus d'un SMIC qui rentrait par mois, sans rien faire. Sans rien faire, là on est sur du 15 minutes par semaine. 15 minutes par semaine parce que sur cette année-là, j'avais réussi du coup à optimiser la charge mentale de relationnel voyageur. Donc j'avais recruté quelqu'un sur la partie conciergerie, donc qui s'occupait aussi de mes appartements. Et du coup, cette personne gérait la communication voyageur. Et ça, pour moi, c'était le principal, que j'ai plus de communication voyageur, que au niveau de la commercialisation, je suis au top. Logistique terrain, je suis au top. Donc au final, j'avais une activité qui tournait vraiment en 100% quelque part automatique. Seule chose que je faisais, c'était, comme je te l'ai dit, moi la partie commercialisation, c'est quelque chose qui est vraiment importante et tu peux pas laisser comme ça. C'est la partie la plus importante dans la location courte durée pour moi. C'est pas quelque chose que tu peux voguer comme ça. Parce que si tu n'ajustes pas en fait ta stratégie, ton approche, en fait sur le marché il y a du monde qui arrive. Et c'est un peu le mood dans lequel on évoluait, c'est qu'il y avait du monde sur le marché, il fallait que je m'adapte et que je garde toujours mes longueurs d'avance. Parce que les gens arrivent et si je garde pas mes longueurs d'avance, j'allais sortir petit à petit du marché. Donc voilà. Par rapport à tout ça, par rapport aux chiffres clés, on voit que Airbnb, Booking reprend un maximum le lead. Là pareil, j'étais arrivé dans une approche et une démarche où comme je t'ai dit, je voulais vraiment zéro charge mentale. Si un truc qui me prenait un peu de la charge mentale, c'est vrai que ça me prenait quand même de la charge mentale, c'était les réservations en direct. Certes, ça me prenait entre 15, on va dire, entre 15 et 30 minutes par semaine, mais je voulais pas traiter en fait les réservations en direct, j'aurais pu les déléguer à la personne qui gérait, mais c'était une volonté personnelle où je me suis dit en fait, les réservations en direct, ça me crée un peu de charge mentale. Le truc aussi, c'était que il y en a qui réservaient, qui annulaient, donc fallait les rembourser, etc. C'était devenu chiant par rapport à ça. Donc je me suis dit, je préfère passer full plateforme. À un moment donné, je me suis dit, je préfère passer full plateforme, en tout cas pour l'exploitation de ce logement, et me détacher, vraiment, passer full plateforme avec cet objectif de cherche pas à maximiser la rentabilité. Je sais que voilà, c'est pas grave, je paye des commissions, c'est ok, c'est pas du tout un problème. Mais par contre, c'est vraiment objectif zéro charge mentale totale. Et voilà, donc quitte à rogner un peu sur le revenu et la marge par la commission qui serait payée et le fait que je génère pas de réservation en direct et que j'ai moins de réservations en direct, c'est pas du tout un souci, pour moi. Donc voilà, Airbnb de manière générale aussi avait baissé en termes de résultats et Booking avait pris le lead comme d'hab. Donc voilà sur ce qui s'est passé sur cette année 2022 et j'arrive du coup sur cette année 2023 avec pas mal d'interrogations, mais un objectif assez flou parce que j'ai plus d'objectif à ce moment-là. C'est clairement une remise en question. Ce qui se passe pour moi à ce moment, fin 2022, vraiment c'est réflexion. Qu'est-ce que je fais? Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Et j'aborde cette année 2023 avec cet état d'esprit-là. Et je vais te passer justement en revue tout ce qui s'est passé sur cette année-là parce que c'est l'année charnière qui va se passer. Ça y est, on arrive à 2023. Moment fatidique. Il va se passer beaucoup de choses sur cette année, des choses auxquelles je m'attendais même pas moi-même. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est que je suis dans une phase, comme je t'ai dit, fin 2022, je suis en réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec ce logement? Parce que en fait, ce qui se passe réellement, c'est uniquement ce logement, cet investissement que j'avais réalisé. Est-ce que je le continue en location courte durée? Est-ce que je change d'activité? Est-ce que je le passe en étudiant plus saisonnier? Est-ce que je le passe en moyenne durée? Est-ce que j'habite dedans? Tu vois, je me pose plein de questions pour savoir qu'est-ce que je fais de cet investissement immobilier. Par contre, à ce moment-là, dans ma tête, je suis à milieu de me dire que je vais le vendre. Comme je te l'ai dit, mon objectif à terme, comme je kiffe voyager et bouger, je veux que ce soit un pied-à-terre
pour que quand je vais habiter ailleurs, parce que j'envisage aussi, j'ai envie de m'expatrier, vivre dans un autre pays, que quand j'ai envie de voyager à travers le monde, ce soit mon pied-à-terre, parce que je kiffe cette région, je kiffe vraiment cette région, et j'ai envie de me dire que quand je reviens, j'ai un logement sur place dans lequel je peux aller, que je peux bloquer, parce qu'il sera exploité en location courte durée, donc je peux y aller quand je veux. C'était ça vraiment l'idée, donc j'étais à milieu de me dire que j'allais le vendre à un moment donné, mais c'était vraiment de le dire de le garder d'ici 20-25 ans, je peux générer du revenu une fois le crédit remboursé, etc. Donc c'était vraiment une vision très long terme. Par contre, ce qui se passe, c'est que on arrive mars de l'année 2023, projet de loi qui est mis en application. Donc il y a une bataille juridique par rapport à ce projet de loi, pas mal de choses qui se sont passées dans mon secteur, voilà, pas forcément des super choses positives pour l'activité de location courte durée, mais la loi elle est mise en application. Et cette loi qui est mise en application, qui est la loi qui concrètement pour défoncer les loueurs de location courte durée, c'est tout simplement l'idée que toutes les personnes qui font de la location courte durée doivent passer par un format de compensation. C'est-à-dire que si tu fais de la location courte durée et que tu veux continuer de faire de la location courte durée avec ton logement, tu dois racheter une surface commerciale, la transformer en habitation et la mettre en location longue durée sur le marché. Donc concrètement, ce qu'on t'invite à faire, c'est te brosser parce que dans mon secteur, tu peux pas faire ça. Il n'y a pas de locaux commerciaux pour faire ça, donc c'est mort. C'est mort, entre guillemets, ce qu'on te dit, c'est que ton activité de location courte durée, dans quelques temps, ça va être mort. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça se joue à deux niveaux. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. C'est qu'on n'est pas impacté de la même manière. Donc ceux qui sont en société, eux, direct, c'est mort dès la loi qui est votée. Eux, ils peuvent plus faire de la location directe. Moi, vu que j'étais en nom propre, j'avais encore un délai jusqu'à la fin de mon changement d'usage. Et mon changement d'usage, il lui restait 1 an. Donc la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que moi je me suis pris au dernier moment pour faire mon changement d'usage, donc 2021. Donc il me restait, du coup, c'était sur 3 ans, il me restait jusqu'à mi-2024 pour continuer la location courte durée. Et à ce moment-là, justement, je m'étais dit, est-ce que je continue pas? C'était vraiment les questions que je me posais. Donc je vais dans cet esprit à me dire, ok, donc si dans 1 an c'est fini, je veux garder quand même ce logement, je me dis, pourquoi pas faire de l'étudiant plus du saisonnier l'été. Donc ce qui se passe vraiment sur l'exploitation de ces logements, c'est que le studio de base, début d'année, il reste en moyenne durée, ça redevient ma résidence principale l'été, parce que voilà, c'était devenu un peu mon pied-à-terre sur l'été, quand je revenais dans le coin, et j'avais commencé à mettre en place le test pour le mettre en étudiant. Pareil, sur le T2, ce qui se passe, c'est que location courte durée sur 9 mois, donc voilà, et je me suis dit, je vais le mettre en test, pour le mettre en étudiant à partir d'octobre, tu vois, fin septembre, octobre, je me suis dit, je vais le mettre en étudiant à ce moment-là. Donc l'idée, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a un marché, combien je peux le louer, voilà, j'étais plus dans une optique forcément à maximiser, comme je te dis, maximiser le revenu. Là, l'objectif à ce moment-là, c'était m'adapter à la réglementation qui allait arriver et aussi avoir un investissement dans lequel j'allais être, on va dire, rentable dans le sens où il allait être cash flow nul. Enfin, où j'allais être, du moment où ça me payait toutes les charges et j'allais faire un petit cash flow l'été grâce à l'activité, pour moi c'était le principal. Donc j'avais vraiment testé fin d'année là à me dire, voilà, je le mets en étudiant à partir de fin septembre, octobre, je vais mettre en étudiant, je vais mettre une annonce pour avoir un étudiant dans le logement. Comme ça, je vais voir comment ça se passe et je pourrai anticiper pour la suite. Sauf que ce qui se passe, c'est que tout ne se passe pas comme prévu. Déjà, on va dire, à la rentrée septembre, moi personnellement, je décide de faire un gros pivot sur mon activité perso-pro, où comme je t'ai dit, la volonté que j'ai par rapport à cette loi, vu qu'elle m'a vraiment plombé l'esprit, je me suis dit, en fait, j'ai plus rien à faire là. Je suis un peu dégoûté de tout ce qui se passe, de tout, par rapport à la réglementation, par rapport au mode d'exploitation, par rapport à la situation économique du pays, etc. En fait, il y a plein de choses qui m'orientent sur des signes, enfin qui montrent des signes que j'ai plus d'avenir économique et vital en France. Donc je réfléchissais déjà à partir, à m'expatrier dans un autre endroit, un autre pays, une autre région. Et l'idée que j'ai, tout simplement, au milieu de cette année, c'est de partir, me ressourcer ailleurs. Donc c'est là où où je pars du coup à Madagascar, retourner aux racines, m'ancrer, etc. Réfléchir aussi sur mes projets d'avenir, où j'arrête ma partie, notamment entrepreneuriale, sur la partie conciergerie, mais je développe toujours d'autres projets, d'autres activités de service dans la location courte durée. Mais malgré ça, sur l'exploitation en lui-même, c'est la question de qu'est-ce que je vais faire concrètement de lui. Donc je pivote avec ces logements, avec cette idée de les mettre en étudiant, sauf que tout se passe pas comme prévu. Au final, je me retrouve avec des touches pour des étudiants que, au final, les profils, je vois qu'ils correspondent pas forcément. Donc j'ai eu des touches. Par contre, les profils que j'ai eu, c'était pas ça. Et au final, je m'étais rendu compte, normal, vu que la loi est en train de changer, il y avait masse de monde sur le marché. Donc trouver des étudiants, les étudiants, normalement pour eux, c'était facile à trouver parce que la plupart des gens, des autres justement qui avaient des locations courte durée, ils ont pivoté comme ça. Ils ont mis en étudiant. Ils allaient faire saisonnier l'été, du coup, l'offre en tout cas de logements étudiants sur le marché, elle a explosé à ce moment-là. Donc c'était un peu plus compliqué de louer à des étudiants.
Donc je me dis, ok, bah les étudiants, c'est un peu un flop. C'est un peu un flop dans le sens où du coup, j'ai eu très peu de touches, pas forcément les bons profils. Je me retrouve pendant presque un mois sans louer, donc aucun des deux logements. Aucun des deux logements loués, donc impact quand même sur les revenus générés, donc ça c'est pesant. Et du coup, je décide de me dire, je vais les passer en moyenne durée. Donc je les passe en moyenne durée. Et avec ce calcul de moyenne durée, pourquoi pas tester la stratégie moyenne durée pour avoir un logement qui soit rentable, avec des baux justement que je mets en place qui vont entre un mois et 3 mois, parce qu'une chose à savoir, en location courte durée, 3 mois, ça marche, on peut faire des baux qui vont de un mois à 3 mois. Donc pour moi, la location courte durée, je veux faire des baux qui vont pas plus loin de 3 mois. Et pour moi, ça m'allait très bien. Ou j'aurais pu faire du bail mobilité aussi, c'est une option aussi, mais je voulais avoir ce modèle-là. Du coup, je mets ça en place, et en fait, ce qui se passe, quand je le mets en moyenne durée, il y a deux choses qui se passent. Première chose, c'est qu'il y a un nouveau projet de loi qui passe sur le plafonnement des loyers. Donc là, je me dis, fin d'année, dans mon secteur, projet de loi en cours, plafonnement des loyers, je me dis, en fait, ok, ok, c'est bon, vous m'avez eu, je suis bloqué, donc je peux plus louer comme je veux, je peux pas louer au prix que je veux, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je me pose la question, encore une fois, sur cette fin d'année 2023, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je reçois un message d'une personne alors que j'étais loueur, qui me dit « Est-ce que vous êtes vendeur ?» Et ce message anodin, il n'est pas resté dans l'oreille d'un sourd, parce que ça a cogité dans ma tête. Une fois qu'il m'a planté la graine de le vendre, je me suis dit, en fait, c'est la solution. J'avais pas idée de le vendre, mais je me suis dit, en fait, s'il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter, pourquoi pas le vendre? Donc à ce moment-là, je lui dis que je suis pas vendeur, mais ça reste dans ma tête. Et je crois 2 semaines après, je décide, c'est simple, fin décembre, je décide de le mettre en vente. Enfin, même pas fin décembre, avant ça, je décide de le mettre en vente. Je le mets en vente, je décide de le mettre en vente, je ne le mets pas en vente tout de suite, mais je décide de le mettre en vente avec cette idée que je vais le vendre le plus rapidement possible. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, effectivement, plafonnement des loyers qui arrive, je peux plus faire comme je veux de la location courte durée, donc l'objectif, c'est que je le vende le plus rapidement possible. Donc ça, je te partagerai ça de ce qui va se passer sur l'année 2024, mais avant, on va revenir sur les chiffres de 2023. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur l'exploitation de ce logement? Donc, stratégie d'exploitation sur ce logement sur l'année 2023, c'est simple. J'étais en mode mix. Encore une fois, l'idée, c'était le studio, qui était un peu le format full hybride, où j'ai fait de la moyenne durée dedans. Donc il était loué en moyenne durée début d'année. C'était ma résidence principale secondaire du coup l'été. Et par la suite, donc fin d'année, je l'ai remis en LCD du coup sur la stratégie moyenne durée. Le T2, lui, il est resté en full, on va dire LCD, parce que même si sur 9 mois, j'ai fait on va dire de la LCD pure à la nuitée classique, sur la deuxième partie de l'année, je l'ai fait en moyenne durée, avec l'idée de louer au mois l'activité avec ce contrat de location qui va pas plus de 3 mois. Donc 3 mois, ça reste quand même de la location courte durée. Donc chiffre d'affaires net réalisé sur l'exploitation de ce logement, c'est tout simplement 26 768 € de revenus générés, ventilés avec majoritairement du booking à hauteur de plus de 17 000 €, du Airbnb qui revient en masse avec à peu près 8 700 € de revenus. Et pourquoi Airbnb est revenu en masse sur cette période-là? Parce que quand j'ai cherché à passer en moyenne durée, je suis passé beaucoup par Airbnb. Donc pour moi, c'était la plateforme la plus adéquate justement pour faire de la moyenne durée. Et j'ai mis en place une stratégie justement pour pousser les réservations en moyenne durée sur cette plateforme-là. Donc comme je t'ai dit, c'est là où l'approche justement, elle varie, elle évolue. C'est que j'étais plus dans une optique de maximiser mes revenus, mais de générer des réservations pour de la moyenne durée. Et en fait, du moment où ma réflexion et mon objectif est de faire de la moyenne durée, la stratégie que je vais mettre en place derrière, en amont, elle n'est pas du tout la même chose que si je voulais chercher à faire de la courte durée pure et maximiser mon revenu. Donc tu vois, c'est là où la réflexion stratégique, elle a vraiment son importance dans l'activité de location courte durée. Et du coup, en termes de taux de remplissage, sur le T2, on est à 82% de remplissage, donc bon taux de remplissage. Donc chiffre d'affaires général, bien sûr, sur ce logement, il a baissé un petit peu. Charge fixe, on est revenu sur du classique, 14 400 € à l'année. En termes de charges d'exploitation, ménage linge, là, ça se stabilise. Donc là, vraiment, j'étais arrivé à une optimisation au niveau de la partie exploitation, parce que j'étais à une moyenne de, on va dire, 5-6 7 grands max rotations par mois. La moyenne générale, c'était 5-6 rotations par mois. Et pour moi, arriver à 5-6 rotations par mois, c'était l'idéal. L'idéal parce que justement, en termes de charge derrière, sur la partie exploitation, rotation, ménage, c'était parfait. Donc tout ça, tu vois, je te les partage parce que c'est, comment dire, par rapport à l'évolution qu'il y a eu, comme tu as pu voir en tout début, les années précédentes, au tout début d'année, des premières années d'exploitation, où j'avais beaucoup de rotation, où j'étais sur une nuit, 2 nuits, etc., où il y avait beaucoup de volume de rotation, ça me coûtait cher en termes de délégation logistique terrain. En adoptant ma stratégie, en la faisant évoluer, j'ai réussi à toucher des voyageurs
qui allaient vouloir prendre des séjours un peu plus longs et faire en sorte que le nombre de rotations que j'allais avoir dans la durée allait tout simplement tourner majoritairement autour de 5, 6, 7 réservations tous les mois. Et ça, c'est une moyenne générale sur tous les mois, c'était à peu près ça. Sauf l'été, parce que j'avais une stratégie qui bougeait un peu, où j'avais un peu plus de rotation. Et voilà, donc tout ça pour te dire que l'évolution stratégique dans une activité de location courte durée, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment la stratégie générale de commercialisation qui fait vraiment toute la différence. Et en fait, tu peux mener cette activité de location courte durée comme tu le veux, tout en optimisant tes résultats. Et ça fait vraiment la différence. Du coup, en termes de charge d'exploitation générale, de manière générale, on reste à peu près à la même chose, on est à peu près à 1600 € l'année. Et en termes de cash flow avant impôt, du coup, on est à peu près à 16 200 € à l'année. Donc toujours ça, et en termes de temps de gestion, on est à peu près à 15 minutes par semaine parce que je gère quasiment rien, et charge mentale plutôt zen. Plutôt zen, seul challenge c'est plutôt sur mon activité pro parce que j'ai dû faire un pivot justement par rapport à... parce que j'ai arrêté mon activité pro sur la partie conciergerie, donc ouais, au final c'était vraiment zen plus. Parce que j'ai plus cette charge mentale sur mon activité pro là. Par rapport au bien, vraiment zen parce que ça se passe bien. J'aurais pu mettre un petit peu charge mentale parce que sur la partie où j'ai fait la transition, tester l'étudiant, etc., ça m'a mis un peu de temps. C'est vrai que ça m'a mis un peu plus de temps sur la gestion, mais en soi, si on reste gestion pure LCD, c'est pas grand chose. On reste sur du temps assez raisonnable. Donc pour moi, c'était OK. Et donc là, bilan sur cette fin d'année 2023. Fin d'année, vraiment, je décide de vendre et je mets en place du coup la procédure pour mettre en vente ce logement. Et ça, c'est ce qui va se passer du coup dans la partie l'année 2024 où je vais t'expliquer comment s'est passée la vente de A à Z et toutes les petites péripéties que j'ai dû vivre par rapport à cette vente. Alors, année 2024, pour moi, c'est vraiment l'année de la transition. Transition, comme je t'ai dit, fin d'année 2023, j'ai l'idée en tête de vendre cet appartement, en tout cas ce projet d'investissement, parce qu'au final, il y a 2 appartements à vendre, et ça va être ça le challenge de la vente, vendre les 2 appartements. Et du coup, mon objectif à ce moment-là, tout début d'année, c'est me débarrasser le plus rapidement possible de ce logement, de cet investissement. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, parce qu'il y a trop de problèmes liés à la conjoncture. Je sais que je suis pas forcément dans la meilleure période pour vente, hein, comme on le sait, hein, par rapport à la conjoncture, les taux de crédit assez élevés, le fait que j'ai un logement atypique, etc. C'est pas mal de challenges à relever pour vendre ce logement. Mais du coup, c'était l'objectif principal. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que début d'année, pour avoir cette sérénité d'esprit pour le vendre efficacement, je fais une pause de crédit. Donc pareil, j'utilise le petit hack de la pause de crédit pour avoir cette sérénité d'esprit sur le fait de ne pas avoir à rembourser un crédit sur la période où je vais le vendre, pour faciliter le fait aussi qu'il y ait des visites, parce que ça aussi... c'est quelque chose auquel il faut y penser, hein. Quand tu mets un logement en vente, il faut accorder des visites. Mais par contre, ce que j'ai fait, parce que la mise en vente, elle a été effective uniquement à partir de fin février, parce qu'entre temps, vu que j'étais pas là, il fallait mettre pas mal de choses en place. Moi, j'ai tout délégué, par contre, sur la phase de vente. Je voulais pas du tout m'en occuper, je voulais pas avoir affaire à l'acheteur, pas avoir affaire à gérer la paperasse, le voisinage, etc. Je voulais pas avoir affaire à tout ça, donc j'ai tout délégué à une personne qui a géré ça d'une main de maître, vraiment. Un ami qui est conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi qui a la casquette d'agent immobilier, on va dire qui fait justement des transactions, qui a géré ça vraiment efficacement parce que j'ai pu tout lui laisser gérer. Il est même allé gérer la partie assemblée générale avec les autres copropriétaires, toutes les démarches, tout ça, ça a été fait de sa part, gérer les visites, tout vraiment, il a tout géré de A à Z. Je suis même pas allé à la fin signer le compromis, tout a été géré sans que j'y passe quasiment 1 minute de temps. Donc moi, comme tu as compris, je suis dans cette optique où ok, ça coûte. Il y en a qui vont dire ouais, ça coûte et tout. Mais moi, je suis dans une optique où ma charge mentale c'est le plus important, mon temps c'est le plus important. Ok, ça va me coûter, mais derrière, en termes de retour sur investissement, je préfère bosser sur d'autres projets qui vont moi me rapporter des revenus sur moi, plutôt que d'économiser effectivement quelques milliers d'euros là-dessus, mais en termes de charge mentale, j'aurais pas supporté. Donc, sachant que le but, l'idée aussi que de base c'était que j'étais à distance, sauf que là, pour la vente, je suis revenu sur le secteur pour être présent par rapport à la vente, même si j'allais rien avoir à faire. Au final, j'aurais pu être très bien à, 10 000 km, ça aurait rien changé. Mais au final, je comptais quand même à être sur place, et du coup, je suis revenu dans la région, parce que j'étais parti quelques mois. Je suis revenu dans la région, dans le secteur, et du coup, l'idée, comme je t'ai dit, c'était de faire en sorte que ce bien se vende. Et par contre, j'avais pas stoppé les locations. Donc toute la phase de vente, j'avais quand même continué à exploiter le logement en location courte durée. Donc il a rapporté un minimum de revenus sur cette période-là. Et je m'en suis servi aussi à un moment donné comme pied à terre.
sur la période de vente. Parce que ce qui s'est passé concrètement, justement, par rapport, pour te faire une idée sur le profil d'acheteur potentiel, sur le type de bien, sur ce type de bien, il y avait pas mal de contraintes. C'était déjà le voisinage, comme je t'ai dit. Voisinage, j'avais des voisins compliqués. Tu vois, c'est pour ça que je le disais dans l'autre vidéo précédente, que aujourd'hui, investir dans une copro, je ne le referai plus. Surtout si c'est une copro qui sont des propriétaires de leur résidence principale, parce que j'ai eu pas mal de challenges avec eux. Et du coup, en fait, du moment où il a été mis en vente, et en fait, ce qui s'est passé, c'est incroyable. Il me racontait, du coup, l'agent immobilier, il me racontait, en fait, quand il y avait des visites, il y avait le voisin, enfin, un des voisins ou les voisins qui, des fois, quand les gens arrivaient en avance, en fait, ils voyaient les gens, ils venaient discuter, et en fait, ils discutaient, ils racontaient des choses, et en fait, c'était pas forcément bon signe. Donc ça, c'était déjà un premier challenge à relever, de pas se faire parasiter par le voisinage. Et eux, en fait, le problème, c'est que eux voulaient plus de location courte durée. Ils voulaient plus de location de type Airbnb. Ils voulaient plus de tout ça. Donc ça, c'était le challenge à relever par rapport à l'acheteur à trouver. Parce qu'en fait, sur ce type de bien, qui du coup est une division, moi dans ma tête, c'était je vais trouver un investisseur. Même si, on va dire, la rentabilité, elle n'était pas folle, mais ce qu'il peut faire très bien, c'est justement faire de l'étudiant plus du saisonnier l'été. Ou ça pouvait être justement je sais pas, des parents qui voulaient trouver un logement pour leur enfant, et qui du coup, ils auraient pu mettre leur enfant dans un des appartements, louer l'autre, et l'autre appartement pourrait même servir de pied-à-terre pour eux quand ils viendraient rendre visite à leurs enfants. Donc pour moi, c'était un peu le profil que je voyais. Donc soit full investisseur, ou soit format hybride des parents qui mettaient un étudiant, et voilà. Par contre, j'étais loin de m'imaginer que ça aurait pu être la personne, l'acheteur que j'ai eu, qui voulait un pied-à-terre en tant que résidence secondaire. Donc pour eux, ça s'est prêté comme ça. Ils ont voulu tout simplement investir dedans parce que c'était une résidence secondaire entre guillemets parfaite pour eux, parce que ça leur convenait qu'il y ait les deux logements qui soient divisés. Challenge aussi par rapport à ça, c'est que c'était pas une division officielle, donc j'ai pas fait comment dire, cadastralement, j'ai pas séparé les deux logements. Donc en fait, la vente, elle s'est faite sur une seule unité qui devait être vendue, mais dedans il y a les deux logements. Ce qui joue en ma faveur, c'est qu'il y avait 2 places de parking, un garage, donc ça c'est pas à négliger non plus. Donc ça compte dans la balance, et sur ça aussi on a pu jouer là-dessus, et voilà. Donc c'était la personne en tout cas qui s'est positionnée, qui a acheté. L'acheteur final, c'était un profil en tout cas qui voulait sa résidence secondaire pour avoir un pied-à-terre dans le secteur. Et petite anecdote, notamment sur la vente, c'est que justement, en termes de nombre de visites, déjà, ce qui était assez pas fou, mais entre guillemets, c'est qu'il y a eu très peu de visites. En réalité, il y a eu très peu de visites parce que le bien il était atypique, parce que la situation ne plaisait pas forcément à tout le monde. Pour certains, c'était très bien, pour d'autres un peu moins. Donc il y avait le contexte, sachant que moi je trouve positionné géographiquement, ça m'allait. Mais en tout cas, pour des personnes qui recherchaient, tu vois, plus de la résidence principale, peut-être, ça allait peut-être pas leur aller. Mais ceux qui recherchaient peut-être de la résidence secondaire, ça aurait pu le faire également. Mais c'est pour ça que je disais à la base profil investisseur, et justement l'anecdote, c'est que la première personne qui s'est positionnée, je sais plus si c'était un investisseur ou autre, c'est que première visite, premier positionnement en fait. Et moi dans ma tête, quand j'ai eu ça, je me suis dit trop bien, ça va se passer trop vite. Ça c'était début mars, sauf que tout s'est pas passé comme prévu. La personne s'est positionnée, elle voulait acheter rapidement, acheter cash, donc elle m'avait fait une offre à l'époque, parce que au niveau du prix qui a été fixé, il y a eu une prix tranche haute, et j'avais une tranche basse. Donc par rapport à la tranche haute, ça a été négocié par rapport à la tranche haute. Moi j'étais ok parce que je m'étais donné aussi une limite, et on était très bien par rapport à ce qui avait été estimé. Et le point qui était en plus, c'est que la personne achetait cash. Donc du moment où elle achetait cash, j'étais ok à faire un petit effort là-dessus. Sauf que le jour du compromis, la personne m'a sorti une entourloupe de je sais pas quoi pour renégocier le prix. Et en fait, c'est pas passé. Du coup, on n'est pas allé au compromis, et ça s'est floppé comme ça, la première offre que j'ai eue. Comment te dire, dans l'esprit, c'était challengeant parce que je me suis dit, trop bien, mise en vente, même pas un mois après, positionnement, offre négociée mais contente, ça va aller très vite. Et là, je me suis dit, trop bien, je vais trop bien repartir direct par la suite. Sauf que non, c'est pas passé comme ça. Du coup, flop de la vente, et du coup, le bien a été remis sur le marché. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il s'est passé plusieurs semaines sans qu'il y ait eu pas de visite, voire très peu de visites. Et je sais que c'est par rapport à la typologie de bien. Donc la réflexion, et ça c'était l'aspect stratégique qui a été partagé par rapport à l'agent immobilier, c'était de le montrer sous différents angles possibles, avec l'idée de soit reformer tout en un seul bloc, soit de les exploiter les deux, exploiter un ou deux. Donc plusieurs solutions ont été apportées par rapport à ça, jusqu'à ce que je trouve la bonne personne qui m'a fait une offre. Donc je vais te partager les chiffres dès maintenant. Donc maintenant, au niveau des chiffres, au niveau de la vente, ce bien, il a été vendu au final à 280 000 €, donc frais d'agence inclus, et il a été vendu sur la tranche basse. Donc comme je te le disais, il y a une tranche haute, une tranche basse. Au final, l'acheteur avait fait une offre un peu plus bas que
que le prix qui a été fixé. Et j'ai accepté l'offre tout simplement parce qu'il achetait content. En fait, du moment où il achetait content, et moi j'étais content, j'étais content. Donc ça a pu accélérer, en tout cas, le process de vente du logement. Donc pour moi, c'était parfait. Et la vente, au final, elle s'est fait aussi assez rapidement parce que ça a pris voilà, quelques semaines entre le moment où la personne a fait son offre, on a signé le compromis et la phase de vente. Donc ça s'est fait assez rapidement. Et du coup, moi, j'étais vraiment satisfait. Derrière, en termes du coût d'achat, qu'est-ce qu'on entend par coût d'achat? Donc c'était l'achat global, combien ça a coûté, plus les frais au niveau des travaux, etc. Donc coût total, c'était 205 000 euros. Donc là, on est sur une plus-value calculée à 65 000 euros. Donc ça, c'est ce que j'ai calculé personnellement. Entre ce que ça m'a coûté et le prix de vente total, on est sur du 65 000 euros de plus-value. Donc est-ce que c'est une bonne plus-value, pas une bonne plus-value? Honnêtement, moi j'en suis hyper content, hyper satisfait, hyper fier. Parce que, et tu vois, dans l'activité de location courte durée, faire une plus-value à la revente, pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un peu le bonus. Parce que le gros de l'activité, il doit se faire sur le cash flow que tu vas générer durant l'exploitation du logement. Si tu fais une plus-value, pour moi, effectivement, c'est un plus. Mais dans ma tête, en tout cas dans l'optique dans laquelle je l'ai vu, c'était vraiment un plus si je fais une plus-value. Si j'en fais pas, à la limite, c'est pas trop grave. Mais par rapport au prix de marché, c'était le prix normal, j'avais pas non plus le bradé. Et c'est pour ça que je te dis que j'en suis hyper satisfait. Donc bien que ça aurait pu être peut-être plus ou peut-être moins, pour moi c'est extraordinaire déjà d'arriver à ça. Et bien sûr par rapport à la plus-value, à prendre en considération que ça a été divisé par 2. Et d'ailleurs, anecdote par rapport à ça, c'est que moi personnellement, j'aurais pas d'impôt à payer sur la plus-value. Parce que justement, c'est pour ça aussi que j'étais rentré par rapport à ce projet-là de revente, c'était que c'était redevenu, j'ai remis en mode résidence principale, le temps que ça se fasse du coup pour la vente, pour pas être impacté par cette imposition sur la plus-value. Et elle, par contre, mon associée, elle allait être imposée sur la plus-value générée. Donc ça aussi, c'est important aussi à l'identifier par la suite parce que les montants vont pas être les mêmes sur ce qu'on va générer en net. Et du coup, voilà, d'un commun accord, on s'est arrangé pour que ce soit géré à l'amiable à cette partie-là. Et si maintenant on fait le point de manière générale par rapport à proprement l'exploitation, si on fait le total du chiffre d'affaires encaissé sur ces 7 dernières années, on arrive à près de 237 000 euros d'encaissé, donc net de commission des plateformes. En termes de charges d'exploitation, on arrive à peu près à 140 000 euros de générés en termes de charges d'exploitation cumulées, donc tout cumulé, que ce soit justement l'amortissement du capital, des intérêts, des charges d'exploitation, le ménage, etc. Tout, on arrive à 140 000 euros. Et quand on arrive au cash flow cumulé sur l'exploitation de ces 7 dernières années, on arrive à 97 000 euros générés. Donc, comme tu peux voir, si tu fais le calcul, donc là j'ai pas fait moi-même, donc si ça t'amuse et si t'aimes bien faire des calculs, de calculer le taux de rendement interne, etc., donc fais ce calcul si ça te fait plaisir. Moi je vais pas aller jusque là, mais tout simple, moi le calcul que je retiens c'est plus-value qui a été générée, également gros cash flow généré, malgré tout ce qui s'est passé durant toutes ces années-là. Malgré tout ce qui s'est passé sur ces 7 dernières années, c'est le cash flow généré, sachant que on va dire que 80% du temps, on va dire sur les 7 ans d'exploitation, il y en a au moins 5 que j'ai passé en full automatisé délégué, où j'ai passé moins de 30 minutes par semaine sur l'exploitation de ce bien. Et quand on voit, tu feras le calcul en termes de temps passé dessus versus revenus générés, j'ai envie de dire le retour sur investissement, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Donc maintenant, bilan général sur ce projet. Est-ce que ça a été un projet rentable ou non? Concrètement, comme je t'ai dit, j'ai 4 piliers d'évaluation. Premier pilier d'évaluation, c'est que est-ce qu'en termes d'argent, il était rentable? Donc comme tu as pu le voir, cumulé en termes de plus-value qui a été faite et en termes de cash flow cumulé, je pense qu'on est d'accord. On peut dire que sur ce projet, en termes de rentabilité financière, on est au top du top. Donc j'y mets 5 étoiles. En temps de gestion, j'y mets que 4 étoiles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est, comme je t'ai dit, c'est sur les 2 premières années où c'était un peu challengeant et aussi ponctuellement durant l'année où j'ai eu des challenges. Mais en réalité, ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Faut prendre en considération que quand tu fais de la location courte durée, faut être OK à passer un minimum de temps dessus. Donc pour moi, c'était quelque part sûr et certain que j'allais y passer un minimum de temps parce que c'était ma volonté première d'agir au moins sur la partie commercialisation. Mais tout le reste, relationnel voyageur, gestion logistique terrain, j'en voulais pas m'en occuper et ça a été OK. Donc pour avoir 5 étoiles, j'aurais dû trouver quelqu'un qui gère tout en pilote automatique. Sauf que voilà, c'était pas forcément dans ma volonté et c'est OK pour ça. En termes de temps de gestion, moi je suis quand même hyper satisfait. Comme tu peux le voir, si tu fais le ROI, temps passé dessus, revenu généré, il est plutôt excellent, on est d'accord, non? Maintenant, en termes de charge mentale. Donc là, je suis mitigé, même si je mets quand même 3 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, c'est encore lié au début de l'activité, à certains challenges que j'ai eu et le fait que, en réalité, comme je t'ai dit, c'est qu'il faut être OK avec ça. Être OK sur le fait que tu vas avoir des actions à gérer, tu vas avoir des stratégies à adapter, suivant certains moments de l'année, suivant certaines actions qui peuvent se passer dans ton secteur. Et
Donc voilà, donc il y a toujours un minimum de charge mentale aussi par rapport aux prestataires logistique terrain que j'ai eu. Pour avoir un maximum de charge enfin notre maximum de charge mentale, il aurait fallu que direct je m'occupe plus, en tout cas de la partie relationnelle voyageur, et aussi que en termes de, tu vois, de charge mentale sur la partie logistique terrain, que j'ai pas à me poser des questions sur est-ce que tout va bien se passer, est-ce que le prestataire auquel je fais appel, il va pas exploser à un moment donné. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses à prendre en considération. Et en termes d'expérience de vie, est-ce que ce projet a été rentable ou pas? Clairement oui, parce que pour moi, c'est une expérience de vie extraordinaire que j'ai vécu dans la location courte durée. Et pour moi, en réalité, ça a été la meilleure école de l'entrepreneuriat. Parce que quand tu fais de la location courte durée, c'est là aussi où ça fait la différence, et je le dis tout le temps, c'est que quand tu fais de la location courte durée, c'est pas comme tu fais de l'investissement classique où comment dire, t'achètes un bien, tu mets un locataire dedans et tu t'occupes de plus rien. C'est que tu vas avoir des tâches à gérer, tu vas avoir un rôle à jouer, tu vas gérer du marketing, tu vas gérer de la commercialisation, tu vas gérer du revenu management, tu vas gérer des équipes terrain, du management de l'équipe logistique, tu vas gérer aussi du relationnel voyageur, donc de la communication. Et en fait, tu vas monter en compétences et en connaissances sur plein de sujets liés à ça, qui fait que tu développes une culture entrepreneuriale qui est du coup ouf, parce que là, clairement, moi j'ai envie de dire, je suggère à tout le monde de passer un minimum par l'activité de location courte durée pour identifier si vous êtes prêt même à vous lancer dans l'entrepreneuriat ou pas, parce que vraiment c'est exactement ça. Une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui dit je veux pas me lancer dans la location courte durée parce que j'ai peur que ce soit trop chronophage, etc. Soit ça va devenir un esclave de son activité entrepreneuriale, ou alors c'est pas fait pour lui. Parce que quand tu deviens entrepreneur, justement, quand tu as cette casquette d'entrepreneur et que tu as cette vision entrepreneur, on va dire, libre, vraiment entrepreneur libre, c'est que tu vas mettre en place des actions qui vont te permettre de sortir de l'activité. Alors que tu peux très bien aussi avoir le mode artisan. Et ça, c'est propre à chacun. C'est pour ça que si tu veux être entre guillemets, un entrepreneur artisan, tu mets en place rien de ce que j'ai mis et tu fais tout manuellement, tu fais tout toi-même. Et effectivement, tu auras une activité, peut-être tu gagneras beaucoup d'argent, mais en termes de temps, de gestion et en liberté, j'ai envie de dire liberté physique, mentale, etc., tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Donc, c'est en ça où je te dis, la location courte durée, pour moi, c'était la meilleure école de l'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui, si je lance une activité, un business dans d'autres domaines, vu que j'ai déjà développé pas mal de compétences là-dedans, ça sera, entre guillemets, plus facile pour moi de me lancer dans un autre domaine, un autre secteur d'activité, grâce au champ de compétences que j'ai développé jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est un univers où on s'ennuie pas, où l'ennui n'existe pas. Comme tu l'as vu, tous les ans, il se passe quelque chose. Que ce soit sur l'exploitation de mes biens ou par rapport à la réglementation du marché. Je sais qu'aujourd'hui, justement, depuis plusieurs années, on est dans une évolution du nombre de logements en location courte durée sur le marché. Donc, il y a une montée en gamme au niveau des acteurs du marché. Donc, c'est ça que je kiffe, tu vois. C'est qu'il faut réfléchir à comment toujours te hisser parmi les meilleurs loueurs de ton secteur. Et c'est ça en fait qui m'a challengé au fur et à mesure de ce parcours d'investissement, au cours de ce parcours d'exploitation de ce bien, c'est de me dire c'est comment je fais en sorte de rester au top du top sur mes logements. Donc c'était vraiment l'idée de je me lance, je mets mes logements au top du top et comment je fais en sorte de rester au top du top. Sauf que, comme tu l'as identifié, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que l'activité, j'en avais fait le tour, en tout cas pour ce logement-là, au bout de 5 ans, tu vois, 5 ans je me posais des questions. J'étais arrivé au top, j'avais fait le tour, j'avais optimisé, on était au top du top. Et c'est là où justement j'ai eu la première réflexion, où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je pars sur autre chose? Mais en fait, la seule réflexion que j'aurais dû avoir, c'était tout simplement de me dire, ok, peut-être que 5 ans d'activité sur un bien, c'est le temps qu'il faut, et après il faut que je le revende et que je parte sur un autre projet. Et tu vois, c'est la réflexion que j'avais pas avant et que j'ai maintenant aujourd'hui qui va m'aider sur mes projets futurs. Et là aussi où c'est intéressant de le voir sur cette dynamique et ce que ça m'a apporté en termes d'expérience, c'est fou en termes d'ouverture, d'opportunités et de rencontres, à quel point l'activité de location courte durée est riche pour ça. Comme je t'ai dit, tu vois, je suis passé par la case ambassadeur Airbnb, leader de communauté. Ça, c'est des expériences incroyables que j'ai vécues, que j'aurais pas pu vivre si j'avais pas fait de la location courte durée. J'ai rencontré aussi des personnes extraordinaires, d'autres hôtes de location courte durée qui font ça, qui sont vraiment extraordinaires. Et moi, ça m'a permis de lancer une gamme de services dans cet univers-là, dans cette niche-là de la location courte durée. Et justement, ça va faire un peu l'embrayage sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite une fois avoir réalisé cet investissement qui a duré du coup près de 7 ans, après avoir fait cette plus-value, généré ce cash flow, qu'est-ce que va être la suite pour moi? C'est simple, je vais te faire une 3e vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pas à pas, étape par étape, quels vont être les projets d'avenir. Parce que, comme je te l'ai dit, la conjoncture a évolué, les projets d'avenir, la manière dont je vois de la location courte durée a évolué, j'ai plus le même état d'esprit, j'ai plus les mêmes visions, plus la même ambition, et je vais te partager ce que je compte mettre en place, et la manière dont je vois évoluer l'activité de location courte durée, et ça je vais te le partager dans la prochaine vidéo. Donc voilà, tu la retrouveras en lien juste en dessous. Donc voilà sur le bilan général de ces 7 années d'exploitation en location courte durée. On a vu la phase d'achat, d'exploitation, de revente. Alors est-ce que c'est un investissement rentable ou pas? Je te laisse répondre à cette question. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, pense à lui donner de la force
me dis un gros pouce bleu, pense à t'abonner à la chaîne aussi pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et ça m'intéresse encore une fois d'avoir ton retour d'expérience suite à cette vidéo, ce que tu en as pensé, est-ce que ça te parle, est-ce que tu vas pouvoir faire des points de similitude, et justement, ça m'intéresse de savoir aussi toi où tu en es dans tes projets. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.